m'entends bien. Je pense que je vais déjà dire bienvenue à tout le monde au nom des Verts libéraux valaisans. Euh, on est très heureux de vous accueillir ce soir. Les élections sont terminées, mais le débat continue. Donc voilà, ce soir, une thématique bien dans l'air du temps, la blockchain entre efficience et énergie, avec notre membre Hippolyte. Donc Hippolyte, je vais te passer la parole. Déjà, merci à toi de nous faire cette présentation et d'ouvrir le débat ce soir. Voilà, alors je me présente, bienvenue à tous et je vous remercie d'être présents ce soir pour ce thème d'actualité qui est la blockchain et les crypto-monnaies. Donc nous on a porté ça, donc moi je suis parti des Verts libéraux. Après, c'est un débat qui est ouvert à tous, hein, c'est pas que politique. Donc on va parler de l'énergie aujourd'hui et puis on va vraiment mettre le point sur le fait que la blockchain peut amener à une sorte de transition énergétique. On a un gros souci, c'est qu'on est trop dépendant des énergies carbonées, voilà. Et puis, on va peut-être, c'est pas une nouvelle, mais on va peut-être aller plus vers tout ce qui est de la production électrique, produire de l'électricité en masse pour répondre aux besoins futurs de notre économie. Et la blockchain va nous aider à ça parce que c'est un outil génial. Et on n'arrive même pas encore à percevoir le potentiel que ça a, tout comme elle était Internet dans les années 2005 peut-être, 2004 peut-être, je ne sais pas. Voilà, donc pour me présenter brièvement, Hippolyte Vouillot, donc j'habite en Valais, je suis investisseur en crypto-monnaie depuis 2017. J'ai eu la chance de faire le premier mouvement de hausse qu'on appelle un bull run. Donc, si vous voulez, c'est des phases haussières où il y a un excès haussier sur les crypto-monnaies, qui plus est sur le Bitcoin. Le Bitcoin est l'indice, est la monnaie qui lead, qui tracte toutes les autres. Donc, voilà, c'est là où on peut réellement faire de l'argent, c'est en jouant la hausse, ces mouvements de hausse. Voilà. Et donc, moi, j'ai fait 3 ans de banque j'ai vraiment cette vision un peu financière. Là, on va surtout parler un peu le côté énergétique, mais j'essaierai de faire un peu quand même des liens avec le monde financier. Donc ça, c'est pas nouveau, hein. Le monde, il se digitalise. On est de plus en plus sur nos téléphones, sur nos ordinateurs. On va aller, c'est sûr, vers un monde qui est plus automatisé et on va plus dépendre des machines. Et la blockchain, ça va être un support général qui va nous permettre d'effectuer tout ce qu'on veut de manière sans reposer sur l'humain en fait, mais plutôt reposer sur des manières de fonctionner décentralisées ou le réseau si on veut bien. Tout comme on va sur un site internet aujourd'hui, on se pose pas trop de questions, qu'est-ce qui se passe derrière, mais la blockchain va nous aider à transférer, à valider la valeur. Voilà. Donc, sans plus attendre, on va donc faire un peu le tour du côté énergétique et puis après, on aura une grosse session débat. Moi, j'ai bien envie de débattre avec vous, de savoir où vous en êtes chacun, si vous avez investi ou pas, et puis toutes les questions de société qu'on peut parler, on les abordera. Moi, ça va être ça qui sera très intéressant aussi. Donc, on va parler des crypto-monnaies et du système financier, la consommation énergétique, qui est un réel problème, mais qui est aussi une grosse opportunité. On verra pourquoi. Quelles sont les solutions à l'avenir? Donc, il y a des solutions, puis il y a des solutions divergentes, c'est-à-dire c'est un peu des différents modèles qui s'opposent. Voilà, on verra que le Bitcoin, c'est pas du tout, c'est très énergivore et on peut se dire que c'est contre-intuitif, mais on peut se dire que c'est absolument quelque chose à bannir, mais pas forcément en fait. On verra ça. On finira sur une conclusion et on fera une session débat avec des questions. Voilà. Donc, voilà, pour juste remettre les choses à plat, donc il y a des choses, je pense, vous savez, mais je ne sais pas le niveau de chacun. Donc, la blockchain, c'est un registre décentralisé de données. Et donc, comme on disait, c'est quelque chose qui doit être infalsifiable. On ne peut pas avoir un humain qui vient introduire quelque chose qu'il veut. C'est à la vue de tous, c'est transparent et c'est unique. Donc, c'est-à-dire, comparé à Internet de maintenant, on ne peut pas le copier. Voilà, c'est ce qui fait la valeur de quelque chose, c'est qu'on ne peut pas le copier. Donc, un Bitcoin vaut un Bitcoin.
et un actif tokenisé qui peut être d'un actif immobilier, un tableau en art, un tableau digital ou ce que vous voulez qui est sur la blockchain, il va être unique, c'est-à-dire qu'il vaudra son prix unique et on ne peut pas le copier. Le propriétaire de cet actif, eh bien, ça sera l'unique propriétaire. C'est ça qui fera sa valeur. Voilà. Donc, c'est une valeur certifiée de pair à pair. Donc, entre nous, on va s'échanger nos actifs, donc les choses qui vont représenter de la valeur. Ça peut être vraiment tout et n'importe quoi à nouveau sur le réseau, la blockchain. La blockchain, voyez-le comme la suite logique d'Internet, en fait. Internet, c'est l'échange d'informations entre nous. On fait beaucoup de choses avec l'information. La suite logique, c'est on va commencer à échanger de la valeur. Ça, c'est ça la révolution. On va plus dépendre d'autres entités. Par exemple, les banques et tout ce qui en découle. On peut parler des assurances, des banques, des notaires. Enfin, c'est toute la société qui va changer. Et c'est ça qui est juste incroyable. Voilà. D'où le fait que je vous félicite de participer à cette conférence ce soir. Si vous êtes nouveau, et si vous avez un peu plus d'expérience, ben, c'est très bien, on va pouvoir échanger. Mais c'est bien de s'y intéresser maintenant et de ne pas repousser le truc dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se mordent les doigts de ne pas avoir investi il y a 2 ans et encore plus avant. Moi, le premier. Hein, donc voilà, ce qui fait la force aussi de la blockchain, bah, c'est que c'est unique et transparent. Donc la finance, c'est quelque chose qui est souvent assez opaque. Hein, il y a des choses qui se passent, on ne sait pas toujours. Voilà, il y a beaucoup de gains d'argent et tout. Ben là, on va vers quelque chose de beaucoup plus transparent. C'est l'accès à l'information et c'est la compétition à celui qui a les meilleures informations avant les autres. Mais c'est relativement assez transparent. Bien sûr, on ne sait pas tout. Hein. Donc, comme je disais, le Web 3.0, c'est réellement ça. Hein, c'est la transition, la suite logique de l'échange de l'information à l'échange de valeur. Voilà. Donc, au niveau du système financier actuel, moi, je vous propose juste une analyse du fait qu'en 1900, je crois, 20 environ, on a créé les banques centrales qui sont nées d'une fusion des banques privées, hein, qui ont donné le système financier actuel. Alors, les banques centrales, petit à petit, elles ont grandi. Maintenant, elles se coordonnent entre elles. Hein. On a la Fed, la BCE, les autres banques centrales mondiales, la BNS, la Banque centrale du Japon. Elles émettent de la monnaie dans le système. C'est un peu la solution magique. C'est le gros argument des pro-crypto, c'est de dire bah, finalement, elle dévalue la monnaie en injectant toujours plus de liquidités. C'est certainement des choses que vous avez dû entendre dans les journaux. Et la crypto-monnaie, là où elle vient révolutionner et changer la donne, c'est qu'on vient émettre de manière cryptographique une quantité limitée de biens de valeur qui peuvent être un bitcoin, il n'y en a que 21 millions, ou autre chose. Hein. On peut bien sûr émettre des biens immobiliers sur une blockchain, et c'est pas à nouveau, hein. On a des biens immobiliers actuels, mais qui ne sont pas enregistrés sur la blockchain. On vient limiter vraiment le système financier dans ce qu'il est, parce que là, bah, on a une sorte de système financier qui est un peu débridé, mais que c'est OK. Mais que là, on vient dire à ce moment précis, depuis 2009, Satoshi, que je pense que vous avez déjà entendu, qui est un groupe de personnes ou une personne, du moins un crypto cipher, c'est-à-dire quelqu'un qui était déjà dans l'idée, qui voyait qu'il y avait un problème au niveau de la finance, qui était beaucoup trop consommateur on peut parler de plein de choses, mais par exemple de pétrole ou qui avait des excès, disons ça comme ça. Et il voyait qu'il y avait un problème. Donc ça, c'est pas nouveau, hein, ça date pas de 2008, ça date déjà des années 80, 90. Il y a déjà des expériences qui avaient été faites sur les ordinateurs pour du cryptage, pour enregistrer cet échange de valeurs pair à pair et qui est infalsifiable, c'est-à-dire qu'on ne peut pas copier, qu'on ne peut pas dupliquer. Hein. Ça, c'est la base qu'il faut bien comprendre. Et dès le moment où on a réussi à créer ça, l'échange pair à pair ultra solide ou qui tient en route, qui tient en forme à grande échelle, comme Bitcoin. Bitcoin, c'est vraiment l'aboutissement pas parfait, mais c'est le moins pire qu'on a eu créé. Et donc, Bitcoin est la première crypto-monnaie, elle est la monnaie du consensus, c'est-à-dire que bah, tous les gens, toutes les personnes impliquées, tous les acteurs du milieu des crypto-monnaies, ils s'accordent pour le moment à dire que c'est Bitcoin la réserve de valeur par rapport à toutes les autres. Et c'est celle-là qu'on a en premier, qu'on va échanger et qui va avoir son gage de rareté.
Alors, la question à 1 million, c'est de savoir si dans 10 ans, Bitcoin sera toujours le leader et le king. Ça, c'est difficile à dire, mais voilà, ça, on ouvre les paris et puis on investit sur ce quoi on pense qui sera le futur. Donc, si tout à chacun, vous souhaitez investir dans les cryptos, ça, c'est vous qui voyez, mais Bitcoin fait partie de pas mal de portefeuilles dans les crypto-monnaies. Donc, en mettant rien que déjà, par exemple, un petit montant sur Bitcoin, voilà, vous avez déjà mathématiquement la même chose que beaucoup de gens. Voilà, peut-être, je sais pas, peut-être que 60% des autres interacteurs, ou même 70. Voilà. Donc, voilà, il y a encore beaucoup de crypto-monnaies qui vont se créer certainement. Hein. Peut-être dans 10 ans, il y en aura 100 000. De mémoire, comme ça, en 2017, il devait y en avoir 3 000 et quelques. Donc, il me semble que c'est à peu près triplé. Hein. Donc, voilà. C'est une course à l'innovation, hein, les crypto-monnaies, c'est-à-dire toujours améliorer les protocoles, les manières dont fonctionnent les blockchains. Et c'est savoir quelle blockchain sera vraiment la plus importante à terme. Par exemple, on peut parler d'Ethereum, qui est la deuxième plus capitalisée en comparaison de Bitcoin. Alors, c'est savoir quelles blockchains seront réellement efficientes et qui seront réellement utilisées dans 10 ans. Ça, on ne sait pas, mais voilà, il faut déjà, si vous n'allez pas plus loin que dans le top 100, vous investissez un petit peu, vous regardez les projets, c'est déjà pas mal. Voilà, mais ça, on parlera en fin de, de conférence, je pense, les investissements. Alors, donc, la blockchain, comme je disais avant, c'est vraiment une course à l'innovation, c'est l'indépendance de l'individu. C'est l'inclusion de tous les individus, c'est-à-dire dans le monde, dans la finance en particulier, il y a des pays qui se font matraquer par leur politique gouvernementale et financière. Je pense peut-être à la Turquie, je pense encore plus au Venezuela, je pense peut-être à l'Argentine. Ils ont des monnaies qui se font complètement exploser. Et eux, ça peut réellement être une solution directe, la crypto-monnaie. Nous, les Européens, c'est clair, on a de la chance, on a un système financier, on va dire, en Europe et aux US ou en Occident, qui fonctionne assez bien. On peut avoir ce côté de regarder les crypto-monnaies et se dire, j'investis dans les crypto-monnaies, c'est du casino, voilà, pour reprendre certaines expressions que j'ai entendues. Ouais, c'est pas du casino et c'est du casino en même temps, parce qu'à nouveau, c'est faire le bon pari sur le bon crypto-actif, c'est-à-dire qu'est-ce qui fera part du futur. Parce que si dans 10 ans, la crypto-monnaie dans laquelle vous investissez aujourd'hui, elle est encore là dans 10 ans, elle ne vaudra pas le même prix, on est bien d'accord. Hein. Voilà, c'est ça à quoi il faut songer. Et là, on a un champ de possibles qui est énorme. Donc, l'individu, vous comme vous et moi, on va tous se connecter certainement d'ici une dizaine d'années, 20, 30 ans encore à Internet. Enfin, Internet va encore se développer, hein, il va mûrir, la crypto-monnaie avec. Et nous, on aura probablement de moins en moins besoin de banques, mais on va de plus en plus se connecter sur des échanges de valeurs décentralisés qui seront directement sur nos ordinateurs. Voilà, le compte en banque, comme nous, on a accès, bien, il va évoluer grâce à la technologie blockchain et aux crypto-monnaies. Tout simplement pour une chose, c'est que ça va devenir plus performant en fait. Je ne sais pas s'il y a chez vous, s'il y en a beaucoup qui ont des plateformes sont déjà, on parlera de ça après, mais qui sont déjà sur des plateformes de trading de crypto-monnaies, des échangeurs. Eh bien, c'est vachement performant en comparaison de nos applications bancaires, BCV, Raiffeisen, UBS. Voilà, pour moi, je suis sur Binance, par exemple. Le programme Binance, pour moi, c'est une machine de guerre. Mais on reviendra sur ça après. Mais c'est dire qu'il y a beaucoup d'argent qui est injecté là-dedans et c'est un domaine qui avance très vite et qui est extrêmement innovant. Donc, c'est juste quelque chose qu'il faut vraiment essayer de comprendre. Voilà, moi, je me suis vraiment rendu compte de ça quand j'ai vu qu'il y avait des millions de transactions sur une journée et que les gars, leur application ne plante pas. Littéralement, on ne plante pas. Il y a des échanges, des millions de transactions qui sont validées à la seconde et leur truc ne plante pas. Alors que voilà, sur mon e-banking, des fois, j'ai eu des fois où ça plantait. Donc, le futur du système financier, donc ça va réellement remettre en question, c'est un game changer, ça va vraiment rebattre le jeu de cartes à terme. Les financiers, d'ailleurs, sont un peu désemparés. Hein. Il y a des financiers qui ne sont pas encore dans le train des crypto-monnaies. Pour eux, c'est une joke. Voilà, ce qui a réellement mis
on va dire la chose qui a mis une petite claque aux premiers financiers qui se sont dit c'est plus une joke, c'est le fait qu'Elon Musk, il a déclaré qu'il mettait 7,7% de ses liquidités de Tesla. Donc, et là, les financiers, on va dire ceux qui commençaient à comprendre, se sont vraiment dit qu'on était en train de faire un shift. Voilà. Mais il y a aussi d'autres choses, hein. On pourra en parler après. Des fonds de pension néo-zélandais, par exemple, la Banque centrale du Singapour qui a inclus des bitcoins dans son bilan. Voilà, c'est des informations qu'il faut se rendre compte qu'on n'est plus dans. Voilà, on reprenait l'exemple du casino avant. Pour moi, quand il y a des acteurs qui viennent de la finance et commencent à mettre des billes, voilà, ça commence à venir un peu sérieux. Il faut comprendre ça comme ça. Donc, ici, on a pour faire suite à ce que je disais avant, la suite de la question à 10 millions, c'est de savoir qu'est-ce qui sera donc Bitcoin d'ici une dizaine d'années. Donc là, on a sa courbe depuis 2009 normalement et jusqu'à aujourd'hui. Donc le jaune, c'est Bitcoin. On voit qu'à un moment où il était vraiment très puissant, donc ici, hein, et puis ça, c'est vraiment en 2017. On aurait pu croire à un shift, c'est-à-dire là, on a Ethereum. Donc, tout d'un coup, Ethereum a pesé beaucoup plus dans la balance. Donc, il ne faut pas oublier qu'ici, il y avait moins de crypto-monnaies. Là, il y a plus de concurrents. Et donc, ici, le gris, ça, c'est le total des altcoins, donc toutes les autres crypto-monnaies. Donc, vraiment, il y a un peu deux choses à observer. C'est vraiment Ethereum, donc c'est le bleu foncé, là, et le gris qui est les altcoins. Donc, vous voyez, on en est. La question, c'est de se dire, petit à petit, on voit que Bitcoin perd de la puissance sur le long terme, mais le marché devient de plus en plus gros. Donc voilà, d'ici peut-être la fin de la phase haussière qui est en cours, parce que là, on est vraiment dans une phase haussière, hein. Donc le marché actuellement, il capitalise 2 trillions. Bitcoin, il fait la moitié. Là où on en était, je vais juste fermer une fenêtre parce que je ne vois pas. Je vais la mettre de l'autre côté. Voilà. Donc ici, on devait être à 56-57%. On voit que les altcoins, voilà, qui va gagner là? Est-ce que Bitcoin va perdre de l'influence d'ici à la fin de c'est-à-dire arriver plutôt vers les 50%, peser la moitié du total de la valeur des crypto-monnaies, contre 57 maintenant. C'est à voir, c'est quelque chose d'assez probable. Et petit à petit, sur le long terme, on verra que ça descend. Voilà. Certainement, Bitcoin va quand même rester leader, hein. Voilà, on va pas passer. Je pense difficile quand même qu'on passe d'une autre crypto à Bitcoin du jour au lendemain, mais tout est possible dans les cryptos, ça, il faut pas savoir. Voilà. Donc, pour passer à la slide suivante. Voilà, donc on a vraiment un ancien système et un nouveau système qui sont en train de s'affronter là, vraiment, au niveau de la finance. Ça ne veut pas dire qu'on va tous fonctionner avec des cryptos demain matin, hein. Je ne suis pas du tout en train de dire ça. Mais voilà, on voit quand même que cette année, cette phase de bull run, il y a les financiers qui arrivent et il y a une démocratisation, c'est-à-dire quand même passablement plus de gens qui arrivent dans le marché, des nouveaux entrants. Moi, j'ai passablement de contact avec des amis, avec des gens qui sont pas du milieu de la crypto-monnaie. On voit qu'il y a les médias qui en ont beaucoup parlé. Voilà, il y a la famille qui commence à se dire, ah, Bitcoin, c'est plus un truc de geek, parce que c'était un peu ça l'inconscient. C'est plus un truc pour blanchir de l'argent ou genre de choses qu'on entendait. Bitcoin, à nouveau, comme je dis avant, ça commence à venir sérieux parce qu'il y a des acteurs de la finance qui rentrent dedans. Et ce qui est très particulier avec la crypto-monnaie, contrairement à beaucoup de choses par le passé, c'est que les acteurs de la finance, ils arrivent après, chose qui est assez normalement, voilà, on veut funder, on veut créer une entreprise, on va aller vers des investisseurs privés, mais c'est quand même des gens qui commencent à avoir de l'argent. On va avoir des fonds privés qui vont investir de l'argent avec du capital risque. Là, pas du tout. Là, les premiers dans Bitcoin, c'était des crypto ciphers, c'était des geeks, c'était des informaticiens qui étaient en test total. Les gars, c'était pas du tout les gens de la finance. Donc, voilà. Puis petit à petit, plus ça allait, plus on a eu les gens qui commençaient à comprendre ce que c'était et le potentiel. Donc, voilà, le Bitcoin à ceux qui l'ont eu à 100, ceux qui l'ont eu à 1000, même si c'était des bons prix.
Ceux qui l'ont à 10 000, bah, actuellement, il est à 50, c'est toujours un bon prix, on va dire. Et puis après, la question de savoir, c'est est-ce qu'on peut aller encore, c'est toutes des questions d'échelle. Si c'est adopté vraiment à plus large échelle par les milieux financiers, le nombre de capitaux qu'on va injecter dans le système et dans Bitcoin, ça peut aller encore plus haut, hein. Voilà, il n'y a pas de limite potentiellement. La seule limite, c'est la technologie en elle-même, c'est-à-dire est-ce que Bitcoin peut être corrompu ou bien peut être hacké. Bon, voilà. Actuellement, il y a 1 trillion dans Bitcoin, donc celui qui hack Bitcoin, on pourrait en discuter après, ça c'est un point, mais il faut qu'il ait vraiment des raisons valables et surtout pas trop d'avantages parce que le défaut du réseau ferait effondrer sa valeur. Donc voilà. À moins de shorter à coup de milliards et beaucoup de milliards, voilà. Mais on en reparlera éventuellement après si ça vous intéresse. Alors, donc comme je disais, la consommation énergétique, Bitcoin, donc à nouveau, il y a toutes les crypto-monnaies, il y a Bitcoin. Là, c'est vrai on peut se demander si Bitcoin sera encore de la partie dans quelques temps. On verra après qu'il ne va pas disparaître du jour au lendemain parce que voilà, c'est un gros bateau et on ne peut pas l'arrêter comme ça du jour au lendemain, même à coup de loi, même à coup de désinvestissement, parce que voilà, ça pèse quand même 1 trillion, c'est pas quelque chose qu'on fait disparaître du jour au lendemain. Voilà, surtout que là, il y a des gros interacteurs qui investissent. Du coup, plus il y a des gros qui mettent de l'argent, plus c'est difficile à désinvestir. Plus ça va lentement. Donc, plus le prix du Bitcoin il augmente, plus ça va demander des ressources pour en miner. Juste pour faire une parenthèse, donc le minage de Bitcoin, c'est par proof of work. Donc, c'est vraiment des calculs qui se font par un ordinateur, enfin des ordinateurs, soit des ASIC, des ordinateurs spécialisés que pour faire du minage de crypto-monnaies, qui vont être récompensés grâce à leur puissance de calcul. Donc, c'est réellement la technologie. Donc, plus on a des ordinateurs puissants et plus on a de l'énergie derrière à bas prix. Je suis désolé, il y a mon chat qui, j'espère que ça ne vous dérange pas, mais il y a mon chat qui fait du bruit. Vas-y. Je suis désolé, il fait du bruit avec ça. Donc oui, comme je disais, le plus prix du Bitcoin augmente, plus ça va demander de l'énergie et plus ça va consommer d'énergie. Il ne va pas être efficient. Alors, il y a des améliorations possibles, hein, mais pour le moment, ça n'a pas du tout été conçu pour ça. Donc, ça va consommer de plus en plus d'énergie, plus le prix va monter. Et le jeu un peu dangereux et malsain en même temps, c'est que ben, vous comme moi, si on investit dedans, bah, si le prix monte, c'est cool, parce qu'on gagne de l'argent. Alors, pour faire une petite parenthèse, bah, l'énergie, ça peut aussi être une clé pour la transition énergétique, c'est-à-dire qu'on va tout d'un coup devoir produire beaucoup plus d'énergie, peut-être à l'avenir, pour stabiliser le système financier, s'il va aller sur Bitcoin. Parce qu'on peut vraiment se dire que, comme je disais avant, les true believers, ceux qui vraiment qui croient en Bitcoin, pour que Bitcoin fasse part entière du système financier futur, voilà, d'ici à 10 ans, 20 ans, on n'en sait rien, le Bitcoin sera peut-être à 1 million. Hein, voilà, tout est possible à nouveau. Il ne faut pas oublier qu'à la base, il était miné gratuitement. Donc là, il vaut 50 000 dollars, 57 000. Voilà, à l'époque, il y a des gens qui l'ont eu pour gratuit, mais bref, tout est possible. Donc, la question, alors je vais passer juste à la slide suivante. Voilà, la question, donc là actuellement, ce qui fait beaucoup polémique, vous avez dû voir, c'est le fait que Bitcoin, c'est environ 0,5% de l'électricité mondiale produite. Ça va dans Bitcoin. Donc c'est assez abusé de se dire ça, parce qu'on se dit finalement, ça change quoi à notre vie, à vous comme à moi. C'est-à-dire, bon, hormis de gagner de l'argent, hein, mais l'énergie va réellement dans le minage de crypto-monnaies. C'est des calculs environ, mais on va dire 0,5%, et donc c'est autant que des pays, hein. Là, bah, vous voyez, c'est un peu plus de la consommation énergétique électrique. Attention, électrique, là, on ne parle pas du thermique, pétrole, gaz, etc. Mais voilà, on va que sur l'électrique et ça serait plus que l'Argentine. Donc c'est vrai que les opposants ou les anti-Bitcoin ou ceux qui voudraient presque peut-être le bannir auraient peut-être leur raison, parce que c'est vrai qu'ils pourraient nous dire bah, c'est un problème. C'est un problème que ça consomme beaucoup trop d'électricité. Alors c'est possible. C'est possible.
Je vais répondre à ça par après, mais on a des solutions. Mais on pourrait aussi voir un Bitcoin qui va tellement prendre d'énergie à l'avenir. C'est-à-dire, à nouveau, si on croit toujours que Bitcoin, dans 10 ans, il sera là et il fera peut-être il aura tellement de valeur qu'il vaudra peut-être 1 million, on n'en sait rien. Voilà, de nouveau, il est passé de 0 à 50 000 en 10 ans. Voilà, en 10 ans, je vous laisse imaginer le chemin qu'il peut encore faire. C'est potentiellement possible. Après, on verra. Mais la question, c'est ça que je voulais vraiment aborder ce soir, c'est de se dire, pour la transition énergétique, est-ce qu'on ne va pas passer d'une société qui est finalement basée sur des énergies fossiles, c'est-à-dire finalement des énergies qui ont joui d'une chose chaque jour qui a été faite il y a des milliers d'années et qui ne réapparaîtront pas. Tandis que si on va vers un système vers de la production d'énergie pour produire nos déplacements, donc l'électricité pour se déplacer, la nourriture qu'on va peut-être consommer, puis il y a des lampes, enfin, on peut vraiment imaginer plein de choses. Et entre autres, pour tenir en place nos logements, hein, l'habitat et le système financier et puis plein d'autres choses. Mais ce qui fait qu'on pollue pas mal finalement, hein. C'est le CO2. Voilà. Bon, après, la question, c'est de produire l'électricité de manière clean, on va dire, et pas à base de charbon. Voilà, mais j'y viendrai après. Donc, Henry Ford, en 29, il disait, donc là, vous avez l'article de journal du New York Daily, qui disait qu'il voulait, il disait lui-même, il avait pris conscience que remplacer l'or avec une énergie basée sur une monnaie basée sur l'énergie pour arrêter la guerre. C'est une question intéressante parce que moi j'aime bien étudier aussi le pétrole. Je trouve très intéressant tout ce qui est relatif au pétrole parce que c'est mine de rien actuellement encore aujourd'hui. Hein, c'est le sang qui coule dans la veine de l'Occident et qui fait qu'on a notre mode de vie. Mais la question, c'est de savoir voilà, si on va pouvoir peut-être aller vers un modèle de société un peu différent, faire une transition. Hein. Je ne dis pas qu'on va plus consommer du pétrole demain à nouveau, mais c'est voir vraiment sur du très long terme, se dire on va petit à petit s'en distancier. Et donc avoir finalement une technologie, voilà, vous voyez la blockchain comme finalement un réseau qui va être alimenté par de l'énergie. Bitcoin pourrait toujours être de la partie d'ici quelques années et on va pouvoir mesurer toute la production d'électricité qui sera faite pour produire des bitcoins. Tout est mesurable, ça c'est l'avantage aussi. Hein. Comparé au pétrole, par exemple, on n'en a strictement aucune idée. Hein. Ça, voilà, les pétroliers peuvent nous donner des chiffres, etc. On peut estimer, mais c'est pas du tout précis. Voilà. Vous comme moi, si on met des éoliennes, si on met du solaire, si on met des barrages, si on met du nucléaire, si on fait un mix énergétique, on peut savoir exactement qu'est-ce qui consomme quoi, comment produire plus, avec combien de ressources. Et puis on peut savoir combien ça va coûter de mine. On t'entend plus, Hippolyte. Non, On là, t'entend toujours toujours pas. pas. Je vais aller chercher un. Tu m'entends là? Oui, voilà, c'est bon, on t'entend. Bon, désolé, je vais mettre qu'un AirPod. Bon, on va essayer d'aller comme ça. Alors, je m'étais arrêté où? Désolé. Alors, tu m'entends là?
Ouais, tu peux partager ton écran? Ouais, là où tu vois. Alors, pas encore, non? Alors, désolé pour cet incident. Voilà. Voilà, mode présentateur. Voilà. Donc, on va vraiment vers un modèle de. Je pense que je vais t'arrêter là, hein. Tu m'entends? Oui, oui, Ouais. Oui, Ouais, c'est c'est possible bon. que ça me relâche, mais voilà. J'irai chercher si jamais les écouteurs normaux. Donc vraiment, la question, c'est de savoir si on va aller vers quel modèle de blockchain on va aller, si on va toujours rester sur ces modèles proof of work, qui est un des modèles les plus sécurisés. C'est-à-dire, c'est vraiment plus le système devient gros, plus vous avez d'argent dedans, plus il doit venir solide pour garder les capitaux dedans, ce qui est le cas pour Bitcoin, hein. Nouveau, il y a 1 trillion. S'il y a 10 trillions ou 100 trillions à l'avenir, faut que le machin, ça soit solide, hein, qu'on soit d'accord. Donc le proof of work, le système de Bitcoin doit tenir la route. Et plus il devient gros, plus il devient solide et plus il consomme d'électricité. Donc la question, c'est est-ce qu'on pourrait avoir d'autres modèles comme le proof of stake, qui est un modèle basé sur la quantité d'argent dans un nœud qui valide les transactions. C'est un modèle, on va dire, plus capitaliste, c'est-à-dire finalement, c'est ceux qui ont l'argent qui mettent la confiance dans les nœuds qui valident les transactions et plus dans la performance de l'outil, de la machine. Voilà. On a aussi le proof of concept qui est encore voilà, un système qui sera utilisé peut-être à l'avenir, qui est pas du tout encore fonctionnel, mais voilà. On a encore d'autres types de manières de fonctionner pour les blockchains. Il y en a une dizaine encore, mais voilà, pour le moment, c'est encore très jeune, donc on va pas s'arrêter sur ça. Pour le Bitcoin, il y a le Lightning Network. Je pense que vous avez dû pas mal entendre parler. Pour être dans un groupe de travail sur ça, que j'avais pu intégrer grâce à un de mes meetings. J'étais allé à un meeting à Zurich. C'est pas du tout fonctionnel. C'est un réseau qui vise, par exemple, le jour, imaginons, où le Bitcoin devient tellement gros que finalement on peut s'échanger des fractions de Bitcoin sans frais. C'est possible, hein, ça serait possible. Parce que le problème avec Bitcoin, là, c'est bien pour les grosses transactions, mais c'est pas du tout adéquat pour les petites transactions. Voilà, déjà 1000 francs dans une transaction Bitcoin, il commence à avoir des frais voilà, ça dépend de la saturation du réseau, mais en 10 et 50 francs. Voilà. Il faut savoir qu'Ethereum, là aussi, il y a des frais passablement élevés. Donc, toutes les blockchains, voilà, quand elles deviennent passablement grosses, au début, si vous avez d'autres projets en tête, vous voyez, ils promettent monts et merveilles, mais quand ça devient à l'échelle mondiale, forcément que ça devient plus cher. Une question aussi, c'est est-ce qu'on pourrait avoir un changement du code originel de Bitcoin? Alors, une chose à savoir, c'est que le Bitcoin, depuis sa création, il a évolué. Il est passé de 3000 lignes de code à 100 000. Voilà, ça, je l'ai tiré d'une réunion, d'un webinaire que j'ai fait avec Monsieur Quizcater, qui est cité dans le, dans le papier du Bitcoin, donc qui est un crypto cipher, vraiment qui est un maître d'université et qui a travaillé sur tout ce qui est la cryptographie. Et moi, je ne le connaissais pas du tout, je n'avais jamais lu ça nulle part, mais le code du Bitcoin a évolué à la base. On pourrait aussi voir d'ici à 10 ans, voilà, c'est quelque chose qui sera très lent, hein, ça c'est sûr, parce que les gens ils veulent pas trop de changements et surtout si ça fonctionne, c'est quelque chose qui sera peut-être sur 10, 20 ans, 30 ans, on ne sait pas. Donc voilà. Donc, des solutions d'avenir. Donc, pour le minage de Bitcoin, les pro-Bitcoin, ils disent, finalement, on va miner du Bitcoin à des endroits où il n'y a pas de possibilité d'utiliser l'énergie, du style dans les barrages chinois, du style dans les fonderies d'aluminium, enfin, là où il y avait des fonderies d'aluminium au Kazakhstan, en Russie, qui produisaient passablement d'énergie à bas coût, donc qui coûte rien, l'énergie. On va pas miner du Bitcoin en plein milieu de Genève, parce que le coût de l'énergie, il y a plus de demande, donc ça coûte cher. En Islande, on peut faire ça partout dans le monde, là où il y a de l'énergie peu chère. Du coup, c'est un avantage, on va dire.
Il faut savoir par rapport à la Chine, juste une anecdote, une donnée, hein, c'est que 65% du minage chinois, 65% du minage de Bitcoin, il se fait en Chine. Donc les Chinois ont pas mal la main sur ça. Ça, c'est une fragilité du système ou pas, hein. Il y a des débats sur ça. C'est pas forcément grave, dans le sens voilà, ça peut toujours être réparti ailleurs si on voyait le minage chinois diminuer. Mais il n'y a passablement de carbone dans l'énergie chinoise. Ça y est, on t'entend plus de nouveau. Voilà. Alors, je suis désolé, je dois la faire cette manière, mais tu m'entends là? Oui, c'est tout bon. Oui, c'est bon. Désolé, hein, mais mon ordi a le micro qui ne fonctionne plus, du coup je dois faire de la transition de AirPod. Mais voilà, j'arrive gentiment au bout, hein, pour vous. Voilà, donc comme je disais, une donnée à savoir, c'est à peu près qu'il y a 25% du minage chinois qui est fait à partir d'hydroélectricité et environ, alors c'est pas exact, mais 45 à 50% qui est fait avec des énergies fossiles en Chine et certainement le reste qui est pas mal fait à partir de nucléaire. Donc en effet, quand on parle de Bitcoin, c'est vrai qu'il y a quand même de l'énergie carbonée. Ça vient d'énergie carbonée, mais c'est un des arguments des pro-Bitcoin aussi, c'est de dire c'est politique, c'est-à-dire les Chinois, le jour s'ils construisent 20 nucléaires, ce qu'ils sont en train de faire, ils sont en augmentation de construction de leur centrale nucléaire, contrairement aux Européens et aux USA où on stagne. Eux, ils augmentent. Bon, voilà, ils veulent forcément réduire leur charbon. Eh bien, c'est politique, c'est-à-dire finalement, l'électricité, Bitcoin ne choisit pas qui lui donne son électricité. Mais je pense que c'est aussi un point d'amélioration, c'est que via la crypto, via la création d'énergie, voilà, l'apport de valeur dans des projets, on pourra potentiellement financer des projets énergétiques durables beaucoup plus vite. Ça, c'est une grosse opportunité de la crypto-monnaie, c'est que l'argent, finalement, il va se déplacer beaucoup plus vite et ça va faire avancer les choses beaucoup plus rapidement, finalement, innover. Voilà, ça, il faut vraiment, ça aussi, c'est un gros message que je dois vous transmettre. Il faut vraiment comprendre ça. Bon, peut-être vous avez déjà compris ou pas. Voilà. Donc, pour le futur, on aura certainement beaucoup plus besoin d'énergie. À nouveau, ça, c'est un truc que je pense le cas, en étant pragmatique, il y a encore la population qui va augmenter, hein. J'en sais rien d'ici à 2050, mais est-ce que je me tromperais en disant que la population pourrait potentiellement doubler ou pas? Je ne sais pas, mais en tout cas, la population va augmenter. On va devoir donc être obligé de produire encore plus d'énergie en quantité phénoménale pour faire tourner le système finalement. Et d'où le fait qu'on peut se dire Bitcoin, c'est incroyable, ça consomme 0,5% d'un pays, de la production électrique mondiale. Peut-être ça sera 5%, peut-être ça sera, j'abuse, je ne veux pas dire 50%, mais ça m'étonnerait parce que voilà, mais peut-être ça serait 5% d'ici 10 ans, j'en sais rien. On pourrait toujours se dire c'est incroyable, mais finalement le but, ça va être d'apporter encore plus d'énergie dans le système. Donc à nouveau, la productivité, la production. Là, bien sûr, tous les partisans de la sobriété et de l'économie d'énergie, ils vont me dire ouais, tu as peut-être un peu tort. Je ne sais pas, je ne suis pas pro dire il faut amasser de l'énergie coûte que coûte. Mais si on reste humain, on a tous un confort et on aime bien voilà, avoir plus de matériel, des machines, voilà, tout simplement. On va peut-être avoir encore plus de machines et avoir plus de gens. Donc, foncièrement, si on revient à la base, on va quand même avoir besoin de plus d'électricité. Voilà, c'est une piste de réflexion aussi et c'est d'une certaine manière comme ça que j'interprète la chose. Voilà. Une autre, bon, moi, le politique, il est d'une chose, il est, par exemple, la taxation carbone. Je ne sais pas s'il faudrait croire à ça. Moi, je croirais vraiment plus à l'interdiction de certaines choses. Mais avant d'interdire, ça serait de financer à outrance. Déjà maintenant, hein, déjà la Banque Centrale Européenne, la Fed, ce qui va normalement être fait, mais des gros plans de relance sur des grosses infrastructures long terme, production d'énergie durable, voilà. Mais il y a aussi pour moi la finance privée, ce qui est vraiment
relatif aux crypto-monnaies, la finance privée va aider, à mon avis, à financer des projets durables. J'y crois fermement. Mais après, à mon avis, c'est une superposition, une couche de différentes choses qui vont faire qu'on va pouvoir avancer vers un futur plus clean, voilà, si je parle comme ça, et moins vers du fossile. On va matériellement être obligé. Voilà. Mais petit à petit, hein, bien sûr, ça c'est 100 ans le débat. Ça se fait pas du jour au lendemain. Donc, à nouveau, l'amélioration du système de production électrique. Actuellement, il s'est beaucoup fait. On voit les études, c'est avant tout politique au niveau des pays. Mais ce qui est incroyable, c'est qu'on est avec Internet et à l'ère d'Internet. Et c'est vrai qu'Internet vient un peu mettre une claque au gouvernement et vient mettre une claque à toutes nos manières de fonctionner qui fait qu'on repose sur finalement l'humanité. Et les gouvernements sont ce qu'ils sont, mais Internet est très puissant. Et Internet, c'est l'humain, c'est le partage. Et voilà, moi, je crois qu'on pourra arriver à des choses qu'on ne pense pas aujourd'hui parce qu'on a encore une manière de fonctionner qui est très étatique. Alors, je ne dis pas que ça va pas disparaître du jour au lendemain, mais ça pourrait évoluer, je pense. Pour avoir des évolutions quant à la gouvernance, voilà, grâce à Internet. On voit que la société, elle évolue de manière fondamentale grâce à Internet. Hein. L'humain, c'est incroyable parce que ça nous a changé. Donc voilà, mais je m'éparpille un peu, voilà, c'est un peu plus philosophique. Donc voilà, pour résumer en conclusion, donc l'augmentation du prix du Bitcoin va forcément faire, pour le moment, on va dire pour les 5 ans, même voire pour les 10 ans à venir, va forcément faire que ça va pas être efficient et ça va consommer beaucoup plus d'électricité, le Bitcoin. À nouveau, la question de fond, savoir si on va transiter peut-être vers d'autres crypto-monnaies et Bitcoin va perdre de son souffle petit à petit. Peut-être, peut-être pas. Ça, on ouvre les paris. Hein. Donc, ce qu'on peut dire pour le moment, ça c'est vraiment quelque chose que je peux vous partager, c'est qu'il y a un consensus entre les interacteurs au niveau du Bitcoin, c'est-à-dire qu'il y a une réserve de valeur qui est dans le milieu des cryptos, la cryptosphère. Donc, quand je dis les interacteurs, c'est vraiment les exchanges, les humains, toutes les personnes qui sont dans le milieu de la crypto-monnaie, hein, ceux qui produisent l'électricité, ceux qui font du minage, les investisseurs. Voilà, on a un consensus, c'est-à-dire on est d'accord tous sur l'idée que Bitcoin a de la valeur. Vous, ça peut changer à terme. Pour le moment, c'est encore assez le cas. Donc, c'est des choix quand même assez politiques, assez difficiles si on voulait faire une chose ou l'autre. Par exemple, bannir Bitcoin. Voilà, si on avait un gouvernement d'extrême gauche vert qui voudrait absolument pas d'innovation, qui s'arrêterait juste sur le fait que ça consomme trop d'électricité, et puis qu'on aurait par exemple une interdiction totale du Bitcoin. Ça serait difficile à freiner, hein. Ça se ferait pas du jour au lendemain, ça se ferait sur des années. Avant la conférence, on parlait un peu de ça, et puis c'est comme l'Iran actuellement, petit à petit, elle s'est fait asphyxier parce qu'elle a ses canaux économiques qui ont été coupés, les finances, ils n'ont pas pu se développer. Notamment, ils utilisent Bitcoin aussi pour un peu respirer, mais ça viendra peut-être après. Mais voilà, stopper Bitcoin, ça ne sera de toute façon pas du jour au lendemain, et les lois actuellement en Occident se font plutôt dans la direction des crypto-monnaies, qui plus est aussi de Bitcoin. Pour le moment, la consommation électrique, c'est un problème, mais c'est pas un problème de fond. Ça peut être aussi une bonne opportunité, comme je vous disais avant. C'est un truc, si j'ai pu vous faire penser là-dessus, c'est cool, je trouve. Voilà. Donc, la question, grosse question, est la finalité, somme toute. Et ça, c'est un peu mon point de vue. C'est vraiment ce que je peux vous restituer de tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. C'est que le futur, il risque fort potentiellement d'être cross-chain. Cross-chain, ça veut dire que on a une interconnexion, interopérabilité, voilà, désolé, entre toutes les blockchains. On n'a pas une blockchain qui prend le lead. On peut avoir des blockchains ou des crypto-monnaies qui vont être plus fortes que d'autres, mais d'autres qui vont être complémentaires, d'autres qui finalement vont faire des écosystèmes de milliers de blockchains ou de milliers de crypto-monnaies qui vont fonctionner entre elles. Et donc, le futur sera divers. Et voilà, donc on peut pas dire le Bitcoin, l'Ethereum, machin, ça va être top. On n'en sait rien. Mais il y a fort à parier que ça va travailler ensemble. C'est déjà ce qu'on voit maintenant et c'est ce qu'on voit qui est en train de se matérialiser. Donc voilà, à voir si Bitcoin peut-être se fera dépasser technologiquement par une autre crypto-monnaie. Moi, c'est aussi un peu une question que je m'étais posée.
Difficile à dire parce que voilà, pour en parler avec des développeurs, certains trouvent que Bitcoin est une technologie trop ancienne. Mais comme je disais, ce qui compte, c'est la confiance des interacteurs dans la crypto-monnaie, dans la blockchain. C'est ça qui lui donne sa valeur, hein, forcément. C'est la quantité d'argent qu'il y a dedans. Et tant qu'il y a les interacteurs, les financiers, vous et moi, les investisseurs qui investissent dedans, eh bien, voilà, ça fera partie foncièrement du futur. Et plus ça devient gros, plus ça devient un gros bateau, plus ça va venir solide et plus on va avancer vers une réalité qui sera de plus en plus celle qu'on connaît. Voilà, mais tout est encore possible, hein, c'est tout très jeune au niveau des crypto-monnaies. Voilà, on est encore au stade de la jeunesse, on va dire ça comme ça. Voilà, je crois que j'en ai fini. Donc, je vous remercie pour votre écoute. J'espère pas avoir trop parlé. J'espère pas vous avoir perdu. J'espère avoir répondu peut-être à vos interrogations, vos questions. Et puis, moi, je vous propose de faire une session questions-réponses, débat. Il y a des gens qui certainement peuvent apporter des choses, hein. Bien sûr, j'ai des connaissances, mais je suis pas Dieu. Donc, il y a certainement des gens plus compétents peut-être que moi sur certains domaines, je sais pas. Et puis, voilà, il faut parler, il faut qu'on échange nos informations, on échange nos valeurs. Voilà, je vous remercie. Et puis, voilà, je propose, je sais pas, Samuel, tu m'entends? Je propose d'ouvrir peut-être les canaux. Oui, oui, tout à fait. On va pouvoir commencer avec les questions. En tout cas, merci Hippolyte pour cette présentation. Et puis, est-ce que quelqu'un souhaiterait prendre la parole pour continuer le débat? Il faut toujours un premier. Et puis en général, après ça démarre. Oui, on a Patrick. Oui, bonjour, merci pour cette présentation. Ça a confirmé certaines choses que je croyais savoir et puis d'autres que j'ai découvertes. Je suis ici parce que j'ai réagi ce matin à un article qui est sorti dans la N77 qui comparait les différentes crypto-monnaies et qui disait que pour le Bitcoin, la simple transaction représentait la consommation d'un ménage pour 42 jours. Moi, c'est le genre de chiffre qui me donne des boutons parce que l'énergie, pour moi, c'est quelque chose qui a de la valeur et puis qu'il faut essayer de transformer en travail. Or là, on le met sur des cartes graphiques qu'on fait chauffer un maximum pour ne rien produire du tout. Donc, quel est l'intérêt que pour l'économie, quelle est la finalité de dépenser autant d'énergie pour des transactions? Et puis, au fond, qui est-ce qui paye ces 42 jours d'énergie? Alors, c'est très juste. Ouais, c'est une data que j'ai pas abordée. C'est une data qui est très intéressante. Il faut savoir que, ouais, en effet, c'est juste une simple transaction qui va valider, c'est des milliers de transactions chaque jour, mais celle qui valide, qui confirme dans un bloc toutes les transactions ensemble, c'est celle-là qui va produire, qui va consommer le plus d'électricité. C'est juste ça que je dois noter. Mais en effet, plus on a de transactions, plus on a de validation, plus le réseau est gros, plus il va consommer d'énergie. Donc, on en arrive à presque une aberration. Je suis d'accord avec l'analyse de se dire, mais pourquoi une transaction de validation comme ça équivaut à 30 jours, on va dire un mois de consommation d'un ménage moyen, donc de 3 personnes, je crois que c'est ça, c'est 900 kilowatts, mais c'est juste, hein, en gros, c'est à peu près ça. Alors, en un mot, je dirais la sécurité et la confiance. Parce que là, vous allez me dire, mais pourquoi le système financier en lui-même, il fonctionne très bien? Je dis oui. Oui, il fonctionne très bien. Il fonctionne très bien. Mais à l'avenir, c'est-à-dire d'ici 10, 20, 30 ans, on pourrait voir quand même à nouveau le Bitcoin qui va évoluer et qui va mûrir, qui va entrer dans une phase plus mature et qui consommera peut-être moins d'électricité que ça. Là, c'est vrai que c'est compliqué hein, comme question de se dire pourquoi ça consomme autant. C'est vraiment une aberration hein, quand on y pense. Mais c'est difficile à répondre à cette question.
je peux pas vraiment donner toutes les clés dans le Et le sens qui où… paye, il y a une réponse à ça, finalement? Oui, oui, il y a une réponse. Bien sûr. Bien sûr, c'est dans la… À moins que quelqu'un d'autre veuille répondre. Peut-être quelqu'un peut répondre mieux que moi, ouais, à ce niveau-là. C'est clair que… Moi, je sais pas si vous m'entendez. Je peux peut-être essayer d'apporter quelques éléments de réponse à Patrick. Est-ce que vous m'entendez ou pas? Oui, tout bon. Euh, Moi, je trouve que c'est une remarque pertinente et je suis assez d'accord avec ça. Et c'est une des raisons pour laquelle je pense que Bitcoin, ça remplacera pas les monnaies fiduciaires classiques. D'ailleurs, c'est pour ça que je suis en train de prendre la direction d'une valeur refuge comme pour l'or. Mais c'est presque pour moi une conséquence involontaire. Parce qu'à la base, Satoshi Nakamoto, quand il crée ça en 2008, bon, ça vient d'un milieu crypto-anarchiste, donc le but c'est de se passer des banques. Donc lui estimait donc qu'il fallait se passer d'un système bancaire. On peut en discuter, je suis pas sûr que ce soit absolument nécessaire dans tous les cas. Et donc le protocole prévoit, le réseau permet 8 transactions par seconde, là où le réseau Visa en permet 20 000. Donc c'est assez lacunaire. C'est pour ça que, à moins d'un Lightning Network ou d'augmenter la taille des blocs, je vois difficilement comment on pourrait faire sans. Et le problème, c'est que la méthode de consensus sur la blockchain Bitcoin, elle met en compétition tous les acteurs du réseau pour valider les blocs. Donc, à mesure que Bitcoin prend de la valeur et que la capacité de calcul de nos ordinateurs augmente, c'est une sorte de course en avant vers la consommation énergétique. Donc, il n'y a pas de finalité en soi, à mon sens, et c'est devenu inévitable, à moins qu'on arrive à augmenter la taille des blocs ou alors à arriver à un Lightning Network efficient. Mais c'est pour ça que je pense que c'est une des… Et, enfin, il faudrait un consensus sur la blockchain pour arriver à ces solutions-là. Et les mineurs et les acteurs du réseau, pour l'instant, ne tendent pas du tout vers cette solution-là. Donc, à mon avis, c'est devenu inévitable. C'est une des raisons pour lesquelles Bitcoin n'a plus pour objectif de devenir une réelle monnaie, mais plus une valeur refuge. Complètement. Alors, juste une chose, je voudrais ajouter, oui, les monnaies fiduciaires, moi, je pense qu'elles vont perdurer. Hein. C'est juste au niveau juste une anecdote sur le niveau financier, c'est que depuis les années, on va dire 60, de ce que j'ai vu, je voulais mettre ce graphique, mais justement, la quantité de monnaie dans le système augmente. Et là, on a vu avec le Covid, il y a passablement d'États qui ont fait des dettes, etc. La solution, c'est l'investissement et créer des dettes. C'est vraiment le système du crédit, hein, de faire plus de production de PIB par la dette, ce qui n'est pas malsain en soi, mais le problème, c'est comment rembourser la dette. Et comment on rembourse la dette par l'inflation et puis par l'augmentation de la taille de l'unité de mesure, qui est littéralement la taille de la quantité de monnaie dans le système. Du coup, Bitcoin est aussi une solution à ça. Moi, je pense vraiment possible qu'à l'avenir, on ait toujours des monnaies étatiques, hein, des monnaies fiduciaires. Moi, j'y crois. Hein. Moi-même, j'ai travaillé dans la banque, donc je ne suis pas non plus un anti-banque. Loin de là, je pense que c'est à nouveau des surcouches et des compléments au système. Mais voilà, c'est vraiment juste pour dire, je pense qu'on Si aura peut-être toujours je les monnaies réponds à ça vite fiduciaires. à la volée. Donc si jamais l'émission d'obligations par l'État, elle ne nécessite pas de création monétaire, et puis l'augmentation de la création monétaire n'implique pas automatiquement une augmentation des prix Absolument. ou une Non, non, perte de non. pouvoir d'achat de la monnaie. Si tu montres, enfin, si je vois les graphiques auxquels tu fais référence, la quantité de monnaie elle explose, mais il y a une relative stabilité des prix. Le PIB augmente proportionnellement, il n'y a pas de raison qu'il y ait une perte de pouvoir Oui, d'achat oui, de la monnaie, une c'est augmentation de pas la monnaie. malsain. Hein. C'est totalement bien hein, qu'on fasse plus de crédits, de dettes, qu'on finance. Mais l'idée, c'est vraiment de dire sur le long terme, eh bien, on va en fait réduire dans 20, dans 30, dans 50 ans, dans 100 ans, on a des dettes d'État qui finalement paraissent beaucoup plus petites que ce qu'on les perçoit maintenant. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc, si on veut, je vais juste vous montrer le. Alors. Mais oui, on peut continuer sur le. Alors, les transactions Bitcoin, en effet, consomment beaucoup trop. Alors là, si on a pas des anti, mais si on a des gens, est-ce qu'il y a des gens qui pensent que Bitcoin peut-être va se faire dépasser par une crypto-monnaie plus efficiente, par exemple? Moi, je discutais avec un développeur qui était vraiment. Peut-être.
Bonjour tout le monde, Paul Monera du PVLJU, Jura. Moi, j'aimerais juste qu'on distingue deux choses. Il y a la technologie blockchain et il y a les crypto-monnaies. C'est deux choses différentes. Mais on utilise la blockchain pour faire de la crypto-monnaie. Et je crois que le système blockchain, il en existe un certain nombre. Il y a des personnes, notamment l'EPFL, qui développent des blockchains, des systèmes de blockchain qui consomment très peu d'énergie. Donc, ils peuvent aussi prendre le dessus, hein, avec lesquels on peut développer justement des crypto-monnaies. Et je crois que justement, ça permettra peut-être d'avoir quelque chose d'intéressant. Pour répondre un peu plus à la question qui était posée avant sur la consommation d'énergie, j'aimerais bien rajouter une chose, c'est qu'aujourd'hui, si on veut échanger de l'argent, on doit vérifier l'authenticité d'une personne, enfin, quelle personne est en face de nous. Puis quand on le fait, on va dans une banque, on dépense de l'énergie pour se déplacer dans une banque, on dépense de l'énergie pour vérifier la personne, sans arrêt, partout. Donc, si on regarde en fait la consommation d'énergie totale de ce système-là, c'est énorme. C'est plusieurs pays. Donc, je crois que là, il faut aussi mettre dans la balance si on arrive à des systèmes comme ça, tout en permettant une amélioration de l'efficience énergétique. Enfin, voilà un petit peu quelques compléments et puis, comme je vois les choses. Si on arrive encore en plus à produire, enfin, à contrôler, enfin, à dépenser l'énergie, parce qu'on doit dépenser l'énergie pour contrôler ces chaînes, voilà, évidemment, ça demande des puissances de calcul, de hachage. Pour faire du hachage qui est quand même relativement élevé, et si en plus on arrive à faire ça avec l'énergie verte, ben, c'est gagnant, quoi. Gagnant pour tout le monde. Aujourd'hui, on a des systèmes avec les banques qui sont totalement inefficients. Enfin, voilà, quoi, je m'arrête là. C'est clair que le Bitcoin consomme beaucoup, je suis complètement d'accord. Oui, mais les banques, toutes les banques du monde, elles consomment énormément. Énormément. Toutes les transactions dans le monde consomment énormément d'énergie. Beaucoup plus que le Bitcoin. Oui, mais si on met en perspective le nombre de transactions qu'il y a sur Bitcoin, si on le rapporte au nombre de transactions mondiales, ce serait quand même bien moins efficient d'avoir une blockchain de Bitcoin. Ah, il y a d'autres systèmes de blockchain qui sont bien meilleurs. Puis on utilise énormément d'autres choses, la blockchain, pas que de l'argent. Faire des contrats, on peut faire plein de choses, quoi. Alors, je vais juste vous montrer la consommation de Bitcoin comparée à Ripple et Ethereum. C'est sur le RippleNet. Donc, parmi vous, est-ce qu'il y en a qui croient dans d'autres blockchains, d'autres cryptos qui vont dépasser Bitcoin, qui prendraient le lead? Bah, Ethereum, hein, clairement. Ouais. Ethereum, c'est un système, j'entends, qui évolue beaucoup plus vite que le Bitcoin. Parce qu'il y a le Bitcoin, et puis c'est pas uniquement de l'argent, donc il y a de l'argent bien sûr derrière, mais le système Ethereum peut être valide. Le système blockchain d'Ethereum est énormément utilisé pour d'autres choses, typiquement dans les smart contracts, ce qui permet d'avoir un tiers de confiance. On n'a plus besoin de tiers de confiance, c'est le système lui-même, le tiers de confiance, quoi. Par exemple, on n'aurait plus besoin de notaire. C'est pratique, ça coûte beaucoup moins cher. Est-ce que vous voyez mon écran là? Oui. Voilà, alors là, on a une comparaison. Donc, c'est pour vraiment montrer que Bitcoin, c'est énergivore, hein. La consommation de Bitcoin électrique. Donc là, on a une Ethereum, puis on a XRP. Vous voyez là? Oui, oui. Voilà, alors, donc, les petits points, voilà, XRP, Visa et Mastercard. Donc, pour reprendre, c'est clair qu'actuellement, c'est clair que Visa et Mastercard sont bien plus efficients, hein. On voit, hein, qu'ils consomment quand même moins que XRP, même XRP qui se veut plus efficient que Ethereum, et surtout que Bitcoin, vous voyez la violence. Et le cash, ils avaient pris aussi la consommation. C'est ça. On a deux personnes qui lèvent la main. On va enchaîner là avec Chéri, si je m'abuse. C'est bien juste. Oui. Donc, par rapport à la consommation énergétique, il y a un aspect qui est facile à oublier, mais qui est quand même primordial, c'est que le proof of work, donc c'est le consensus par la preuve du travail, c'est au cœur de tous les,
la vaste majorité des crypto-monnaies, aujourd'hui, c'est vrai que c'est un état de fait aujourd'hui. Demain, ça sera peut-être différent. Mais cela implique une compétition entre tous les acteurs. Et cette compétition est vraiment au cœur du protocole. Et si demain, si le protocole ne change pas et demain, on a une source d'énergie abondante, on maîtrise la fusion nucléaire, Bitcoin consommera la totalité de l'énergie produite. Si on produit 1000 milliards de terawattheures d'énergie par an, et puis nous, les humains, l'activité humaine, on consomme 1, les 999 000 autres seront consommés par le Bitcoin. C'est-à-dire que c'est un système totalement vérolé actuellement et c'est sans espoir. Pour moi, essayer de sauver ce système c'est vraiment sans espoir. Il faut oublier toutes ces crypto-monnaies qui sont basées sur le proof of work. C'est sans espoir au niveau de la consommation énergétique. Le système est vérolé, totalement vérolé à son cœur. Voilà. Ouais. Comme on disait, le proof of stake, c'est celui qui a le plus, pour le moment, qui a potentiellement le plus de chances d'être le concurrent à Bitcoin et la proof of work, mais c'est encore en test. Hein. C'est vraiment la confiance, elle n'est pas encore là-dessus, mais il y a du gros potentiel en effet. Mais c'est un protocole plus compliqué. Ethereum, on parle depuis 2013, donc totalement. C'est pas une idée récente. Non. Mais c'est plus difficile à mettre en œuvre. L'avantage de Proof of Work, c'est facile. En fait, c'est basé sur l'égoïsme de tous les participants. Ouais, complètement. Mais comme tu disais, la question de la production d'énergie, limite infinie, elle est intéressante. Comme tu disais, tu as parlé de la fusion. Est-ce que ça nous lancerait pas dans une compétition à la production d'énergie massive, qui plus est infinie? Et puis qui sera totalement consommé par le Bitcoin. Non, ouais, bon, là, on va dire que c'est un collatéral négatif, mais tu comprends. Franchement, nous, en tant qu'humains, on pollue la planète, mais on a inventé un truc qui est encore plus polluant que nous. Et ça, vraiment, alors, je ne sais pas si c'est du génie humain, c'est une sorte dans l'intelligence artificielle, il y a la singularité. Le Bitcoin, c'est une singularité énergétique, en fait. On ne peut pas faire pire, vraiment. Jusqu'à maintenant, on n'a inventé aucun système qui est pire que le Bitcoin. Je pense que c'est à la fois, il y a des avantages, je ne conteste pas que Bitcoin, c'est vraiment chouette d'avoir une chaîne de hachage qui est vérifiable, c'est vraiment super. Maintenant, le prix qu'on paye pour ça, vu le protocole tel qu'il existe aujourd'hui, il est totalement exorbitant. Si je peux aussi peut-être donner aussi un petit peu mon avis. Merci Tchéky sur ces choses-là. Donc Olivier Bourgeois, je suis aussi président d'une des sections Vert libéral. Mais je suis aussi un ardent combattant des crypto-monnaies depuis qu'elles existent. Je suis ingénieur PFL spécialisé. Merci, ton prénom Hippolyte, ouais. Tu as fait l'analogie avec les débuts d'Internet. Je suis un des fondateurs des 3 plus anciennes sociétés Internet qui sont encore en vie aujourd'hui. Donc, je sais un petit peu de quoi je parle. Puis ça me rappelle des choses, un petit peu ces nouveautés. Donc, toutes ces nouveautés, c'est bien, mais il faut voir un petit peu le but fondamental. Ces cryptos, en fait, elles sont parties d'un concept qui était intéressant, comme l'a relevé aussi Tchéky. C'est d'essayer de se libérer des contrôles étatiques, de se libérer d'un contrôle qui pourrait être d'autre chose qu'un État d'ailleurs, qui pourrait être des entités autres. Et ça partait d'un bon fond, je suis entièrement d'accord. Après, le problème, c'est que le concept même de tous les systèmes basés sur la blockchain sont que plus on fait des calculs, plus la consommation énergétique augmente. Sauf, ce qui n'est pas le cas du Bitcoin, si on décide de limiter la taille des blocs. Mais à ce moment-là, on perd en niveau de sécurité. C'est-à-dire,
pour avoir le niveau de sécurité le plus absolu, je résume, hein, pour employer des termes que je ne sais pas tout le monde, quel est le niveau de tous les gens qui sont là, mais plus on maintient la taille réduite des blocs, moins il va falloir refaire de calculs pour calculer les nouveaux blocs. Mais plus on utilise des blocs où on rajoute à chaque fois des éléments au bloc, plus la consommation énergétique augmente. Donc, à partir du moment où on fait de la blockchain, soit on a une consommation énergétique gigantesque et qui ira en croissant, mais on a quelque chose d'ultra secure, soit on décide de limiter ce niveau de sécurité en prenant des fois un risque que quelqu'un puisse un jour craquer un ou des éléments qui permettraient de reconstituer une partie de l'information, et à ce moment-là, on consomme moins d'énergie. C'est de toute façon proportionnel. Après, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'utilisation dans le système monétaire, elle est intéressante, parce qu'avoir quelque chose de complètement secure et complètement décentralisé, c'est hyper intéressant. Maintenant, on doit se poser la question de quel est le compromis que l'humain veut faire, que l'humanité veut faire, entre une sécurité et un non-contrôle de personnes absolu et une consommation d'énergie raisonnable. Et puis, en fait, ça part d'une limite qui est une limite technologique qui est soit on utilise des systèmes conventionnels type bancaire où il n'y a pas de principes de blockchain qui sont basés derrière, où c'est des échanges point à point avec des stockages centralisés dans des serveurs qui sont backupés, répliqués, tout ce qu'on veut, mais qui ne sont pas évidemment aussi sécures qu'un réseau décentralisé, soit on part sur un système de blockchain. Et cette limite-là, elle est très difficile à franchir. Vous l'avez montré dans vos graphes avant, on a soit des systèmes classiques type Visa, Mastercard et tous ces systèmes bancaires. Aujourd'hui, il existe aussi des banques qui ne dépendent plus aucun pays, qui sont des banques purement virtuelles sur Internet, qui ne sont pas basées sur de la blockchain, qui sont contrôlées par aucun pays, aucun État, et qui permettent d'éviter ce qui existe pratiquement plus aujourd'hui, c'est ces gros frais soi-disant énergétiques, comme les mentionnait aussi mon collègue Koppenbourg, où on doit aller physiquement dans une banque pour... Non, aujourd'hui, on peut faire toutes ces transactions en ligne avec des transactions point à point qui ne nécessitent pas des systèmes de blockchain énergivores, qui sont des systèmes classiques. Alors évidemment, il y a un risque, une banque pourrait se faire trouer un jour, un serveur peut se faire trouer un jour, parce que ce n'est pas aussi sécure qu'un réseau décentralisé. Mais on doit vraiment se poser la question de où est-ce qu'on veut placer la barre. Et mon point de vue, c'est qu'aujourd'hui, on est en tout cas dans les 50 prochaines années qui vont venir, où on n'aura pas assez d'énergie électrique pour décarboner rapidement la planète, et on n'a pas le droit d'en gaspiller pour quoi que ce soit de la blockchain ou autre chose. Mais on n'a pas le droit aujourd'hui de gaspiller de l'énergie électrique à l'échelle de l'humanité entière dans les 50 prochaines années, parce qu'on n'est pas capable, on ne sera pas capable d'en produire déjà assez pour remplacer ce qu'on fait déjà de manière sale et carbonée. Et c'est la plus haute priorité. Toute autre utilisation qui pourrait être facultative ou non essentielle à l'humanité doit être bannie et combattue. Voilà, ça c'est mon point de vue. Je pense que tout le monde ne le partage pas, mais c'est mon point de vue, entre autres de vert libéral et pas de vert de gauche, comme ça a été mentionné tout à l'heure, parce que je suis clairement de droite et je combats ce genre d'utilisation abusive d'énergie électrique. Moi, j'ai juste par rapport à ta vision, je la comprends et elle est rationnelle et voilà. Mais j'ai fait une petite allusion à peut-être qu'on a découvert l'Amérique, quand on est allé sur la Lune et bah, comme tu le sais, là, on va peut-être aller sur Mars. Alors, il y a des choses dans l'esprit humain et dans notre inconscient qu'on pense pas possible, hormis d'être mis en concurrence, les humains entre nous, et littéralement de se dégommer le cerveau, c'est-à-dire de cette course effrénée à l'innovation qui nous ferait aller vers quelque chose d'autre, tu vois. Parce que comme tu dis, je comprends ce que tu dis dans l'état actuel des choses. C'est compliqué, il faudrait viser une sobriété plutôt qu'on puisse consommer, qui est absolument contraire à ce qu'on devrait faire. Mais est-ce que ça peut pas nous amener quelque chose de nouveau à laquelle on n'aurait jamais pu en ayant été économe, si je peux bien dire. Mais je te comprends tout à fait, je suis moi-même un gros économe. Ouais, alors moi je ne vise pas la décroissance, je ne suis pas du tout de ces gens-là, mais je reviens aussi sur un tout petit point que j'avais noté justement, l'analogie avec la naissance d'Internet ou d'autres, je dirais, nouveautés, comme tu viens de le mentionner, dans l'histoire de l'humanité, on invente des choses, etc. Ce qu'il faut bien différencier, c'est cette analogie avec les débuts d'Internet, et il y a des similitudes, le fait que personne ne voulait y croire, etc. J'y ai été confronté, je suis bien placé pour le savoir.
pour moi, il y a une petite différence fondamentale. C'est qu'Internet était quelque chose de nouveau, qui a fait peur à un certain nombre de gens quand c'est arrivé, parce que c'était quelque chose de nouveau. Mais ça permettait de faire des choses nouvelles qu'on ne pouvait pas faire préalablement à l'existence d'Internet. La différence, c'est que les crypto-monnaies, ça fait rien de plus que ce qu'on fait déjà, mais avec d'autres moyens. C'est-à-dire qu'on fait déjà des échanges monétaires dans l'humanité, depuis des siècles. Il y a déjà des échanges de valeurs entre les humains. Et finalement, ces crypto-monnaies ne servent à rien de plus par rapport aux besoins fondamentaux de l'humanité et même de l'économie et de tout ce qui s'ensuit. Ça le fait d'une autre manière et qui est plus énergivore, mais ça n'apporte rien de neuf à part une sécurité accrue, à part le fait que ça ne dépend d'aucun État, à part un certain nombre d'avantages qui sont bien là, hein, je ne les nie absolument pas. Mais ça ne permet pas à l'humain de faire des choses nouvelles qu'il ne pouvait pas faire avant. Et puis, alors ça, je suis complètement là, non, je t'interromps. À mon avis, je ne dis pas, tu as ton avis, mais je pense des crypto-monnaies, mais pas des smart contracts, hein, c'est autre chose. Ouais, mais il ne faut pas se mettre de barrière, se dire que, à nouveau, la communauté Internet, c'est-à-dire l'ensemble de gens dans diverses thématiques, on va se lier entre nous, les humains, et on va pouvoir, grâce au mouvement de valeurs, pouvoir fonder des projets beaucoup plus rapidement. L'argent, il va se liquéfier, en fait. Il se digitalise et il va se liquéfier. Je vais juste dire une chose par rapport à ce que tu as dit. Tu dis, il va rien apporter de plus. Moi, en l'état actuel, si je veux envoyer de l'argent au Brésil, en Chine, en Afrique, en Asie, c'est ultra compliqué et vraiment, ça prend du temps. Pourquoi je peux envoyer une photo à mes amis sur tous ces continents en une fraction de seconde? La puissance d'Internet, c'est en fait que la notion du temps, elle va complètement exploser. Et on va accélérer, on va appuyer sur même pas l'accélérateur 300 km/h. On va transitionner vers une société complètement que même nous, on arrive, même moi, enfin, je pense peu de gens arrivent à comprendre ce qu'elle sera d'ici quelques années. C'est-à-dire la puissance de la masse. Moi, c'est comme ça que je le vois. Alors, je vais développer un truc plus concret parce que là, c'est vrai que c'est un peu abstrait, mais si maintenant, peut-être demain, dans 5 ans, je ne sais pas où on en sera au niveau de la technologie, mais on commence à se dire il faut aller crowdfunder des projets en Afrique, planter tant d'arbres avec des gens qui, par exemple des youtubeurs, des influenceurs qui vont motiver pour des raisons saines de planter des arbres, de produire de la nourriture, de fabriquer des choses dont on aura besoin. On va pouvoir le faire beaucoup plus vite, certainement. Une entreprise qui pourrait être très intéressante, c'est une entreprise qui permettrait, on discutait avec ma copine, mais une entreprise qui permettrait de créer sa crypto-monnaie, notamment pour pouvoir financer des projets. Parce qu'actuellement, financer un projet, avoir de l'argent, c'est compliqué, c'est ultra compliqué. Et c'est le nerf de la guerre, l'argent, il ne faut pas l'oublier. Donc, je ne dis pas que tu as tort, mais je pense qu'il ne faut pas se mettre trop des œillères non plus. On pourrait être surpris. Et puis moi, je peux juste faire un commentaire, juste pour rebondir sur les projets en Afrique. Je pense qu'on a une vision très eurocentrée, très occidentale, parce qu'on vit aussi dans des pays où au final, on a un système financier très efficient. Mais il ne faut pas oublier que la crypto-monnaie, ça peut servir pour ailleurs. En fait, peut-être que chez nous, comme tu dis, ça a peut-être peu d'utilité, mais dans des pays où en fait très corrompus, où la monnaie fluctue de toute manière énormément, avoir un système comme les crypto-monnaies, c'est pour des pays aussi où les gens sont très peu bancarisés, c'est un système beaucoup plus efficient que ce qu'ils ont actuellement. Donc c'est pas, je pense voilà, on a peut-être une vision très eurocentrée là-dessus aussi. Mais parce que vous voyez à chaque fois la crypto-monnaie comme la seule solution à ces problèmes-là, ce qui n'est pas le cas. Le problème de la vitesse de la circulation de l'argent aujourd'hui, il est déjà résolu dans le monde des crypto-monnaies, c'est vrai, mais on peut très bien le résoudre. On a pris du retard, mais on peut très bien le résoudre dans le milieu bancaire traditionnel. Il n'y a aucun problème avec ça. Ça a été fait au niveau de l'Europe avec les paiements SEPA, ça a été fait avec plein d'autres systèmes. Aujourd'hui, on peut avoir des portefeuilles virtuels qui ne sont pas basés sur des blockchains. Un simple compte PayPal ou Revolut ou autre, on peut échanger de l'argent avec n'importe qui aux 4 coins du monde en une fraction de seconde et ce n'est pas basé sur de la blockchain. Donc, on peut améliorer les systèmes financiers classiques non basés sur de la blockchain pour résoudre ces problèmes de vitesse de circulation et de confiance dans les monnaies, y compris
compris dans des pays, c'est vrai qu'il y a des pays où les monnaies font n'importe quoi, les gens ont besoin de trouver une autre valeur refuge. Mais une autre valeur refuge, il n'y a pas que la blockchain. Historiquement, la valeur refuge, c'était des pièces d'or. Bon, ben voilà, mais ça pourrait être n'importe quoi. Ça peut être des sacs de café, ça peut être des choses. Pourquoi toujours voir la blockchain comme étant la seule solution à résoudre ces problèmes-là? J'ai l'impression que tous les gens qui sont trop baignés dans ce monde de la blockchain ne voient ce magnifique outil, parce que technologiquement, c'est un magnifique outil, comme étant la seule solution à tous les problèmes. Et ce n'est pas vrai. Il existe, en tant que scientifique, il existe des solutions avec dans les, je dirais, les technologies classiques qui permettraient aussi de résoudre ces problèmes-là sans pour autant aller vers quelque chose qui consommerait beaucoup plus. C'est ça que j'essaye de dire. Je ne dis pas que c'est mauvais, je dis qu'il ne faut pas croire que c'est la seule solution à ces problèmes-là, qui sont bien des problèmes. Il y a des problèmes de stabilité des monnaies dans des pays, voire même il n'y a plus du tout de valeur tangible pour faire des échanges dans certains pays pauvres, etc. Actuellement, les crypto-monnaies sont une solution à ces problèmes-là, mais il n'y a pas que ça. Et on peut trouver les mêmes solutions avec des moyens classiques, beaucoup moins énergivores que les crypto-monnaies. C'est tout ce que je dis. Ça prendra du temps, il faudra l'améliorer, mais on peut trouver ces solutions-là. Moi, j'ai perdu, je prends un exemple, j'avais des problèmes d'échange bancaire dans une de mes filiales qui est en Roumanie, c'est pourtant pas l'autre bout du monde, je me suis fait fermer mes comptes en banque, on a résolu ça avec un système type PayPal ou Revolut où on en a utilisé plusieurs, ça a été fait en 1 heure comme ça, on a résolu nos problèmes, nos échanges monétaires sont instantanés, on n'a plus de problème, on ne dépend plus des banques. Mais on n'utilise pas de la crypto-monnaie pour faire ça, on a réussi à trouver un moyen classique, traditionnel, pour résoudre le problème. Et je pense qu'il en existe dans pratiquement tout ce que la blockchain, enfin que les crypto-monnaies, pardon, prétendent pouvoir résoudre. C'est ça que je dis. C'est-à-dire que ça permet de les résoudre, mais il y a aussi souvent des moyens classiques qui permettent de le faire. Moi, c'est complémentaire. Mais je suis d'accord avec ce que tu dis. Hein. Je ne dis pas que la crypto, c'est l'alpha et l'oméga, et puis Bitcoin, c'est Dieu. Je ne dis pas ça, mais c'est l'innovation. Le mot, c'est que ça crée de l'innovation. C'est juste ça. Et oui, je suis d'accord, on peut utiliser tous. Il y a toujours des outils qui peuvent être utilisés déjà maintenant. Moi, je suis client de Revolut. Je trouve que c'est génial, cette application. Mais voilà, ce qui est paradoxal avec les crypto-monnaies, c'est qu'on va funder des entreprises qui littéralement font pas d'argent et on va injecter des milliards dans des trucs qui génèrent pas d'argent. C'est ça qui est génial. Mais pour l'anecdote, mais voilà, ça va être innové, ça va faire de l'innovation sur les protocoles, etc. C'est pour ça que je rebondis juste sur ce que tu viens de dire à l'instant, c'est intéressant, parce que c'est aussi un truc qui, quand tu as parlé qu'il y avait plein d'investisseurs qui allaient dans les crypto-monnaies. Et ce que tu viens de dire là, pour fonder des trucs, c'est très intéressant. Mais pour moi, je pense que le terme aujourd'hui, le terme le plus adapté ne serait pas investisseurs aujourd'hui qui vont dans les crypto-monnaies, mais c'est des spéculateurs, parce que personne ne va dans les crypto-monnaies pour faire de l'investissement. On n'investit dans aucune valeur. On fait de la spéculation. Ce n'est pas pareil, parce qu'on rentre depuis une monnaie classique dans de la crypto pour en ressortir un jour. Donc, ça s'appelle de la spéculation et pas de l'investissement. Voilà. Ouais, je pense que ça peut être de l'investissement. Je pense que... on va laisser ça, on peut avancer. Il y a Patrick... Oui, en fait, c'est pas Patrick, c'est ça. Ouais. Manifestez-vous et les autres, parce que désolé, hein, c'est passionnel. Moi, j'aimerais juste, alors, je suis à 300% d'accord avec Olivier Bourgeois au niveau du problème de l'énergie, et j'aimerais juste qu'on fasse très attention en tant que Vert libéral au message qu'on veut faire passer. Parce que moi, quand j'entends, c'est pas grave si ça consomme parce que ça pousse la transition énergétique, alors que les Verts libéraux, on essaye un maximum, typiquement, d'interdire les chauffages électriques directs. Je pense qu'il faut quand même faire un petit peu attention au message qu'on veut faire passer. Et c'est vrai qu'en tant que Vert libéral et en tant que chercheuse, je suis évidemment pas opposée à l'innovation, mais c'est vrai que si on peut... Ce que la crypto-monnaie nous permet de faire en plus que la finance traditionnelle, alors bon, moi je ne suis pas du tout du domaine de la finance, mais je pense qu'Olivier Bourgeois nous l'a assez bien expliqué. Donc si après une innovation me permet d'être un gouffre à énergie incroyable,
je pense qu'il faut quand même faire attention au message qu'on fait passer en tant que Verts libéraux. Enfin, moi, j'aurais énormément de peine à aller défendre ce point de vue de dire ouais, c'est pas grave, ça consomme, mais comme ça favorise la transition énergétique sur des marchés. Moi, j'aurais juste plus l'impression d'être crédible, quoi. Ouais, alors ça, c'est un peu mon point de vue. Je te l'accorde que sur ce point de vue-là, j'étais un peu trop. Je suis allé un peu loin, j'ai poussé le raisonnement loin. Mais là, ne l'interprète pas au pied de la lettre. Ça, c'est vraiment moi, hein, c'est personnel. Ça, c'est une réflexion. Hein. C'est pas forcément ça que je clame au effort. Hein. Je sais pas. Hein. Il faut aussi séparer le débat entre la blockchain, qui est une technologie, les crypto-monnaies, il y en a beaucoup, et puis Bitcoin, qui est un peu la pire en termes de consommation d'énergie. Je suis sûr qu'il y en a des pires encore, mais en tout cas, il y a des alternatives qui en consomment moins. Et j'ai jamais vu de chiffres concernant ces crypto-monnaies-là, de savoir si on arrive à baisser cette consommation sur quelque chose de raisonnable qui après est comparable avec le système bancaire. Parce que je réalise bien que pour beaucoup de pays, les crypto-monnaies représentent une possibilité de se détacher du système bancaire inexistant et du système étatique auquel on peut pas faire confiance. Oui, on est Tchéky qui voulait encore ajouter. Oui. En fait, moi, je réalise que je n'ai pas réussi à vous donner l'impression à quel point le Bitcoin, c'est un cas vraiment, enfin, le Bitcoin, toutes les crypto-monnaies actuelles qui sont basées sur la preuve du travail sont assimilables à, je ne sais pas si vous connaissez cette nanotechnologie du futur imaginée par John von Neumann qui transformerait tout en une gelée grise. Est-ce que vous connaissez cette analogie? Ça vous parle? La gelée grise de John von Neumann. En fait, c'est des nanoparticules qui sont une technologie du futur qui transforme tout à leur passage en une matière, dans cette matière grise, et ça transforme. Ça a la capacité de transformer la planète entière, tout l'écosystème dans cette gelée grise. En fait, c'est une technologie extrêmement dangereuse. Bitcoin, c'est ça. Bitcoin, c'est pas quelque chose dont nous avons l'habitude. C'est-à-dire que nous, on peut consommer 1 kilo de viande et puis on est rempli. Bitcoin, c'est pas comme ça. Bitcoin, si vous lui donnez 1 kilo de viande, il consomme 1 kilo de viande. Vous lui donnez 100 kilos de viande, il consomme 100 kilos de viande. Vous lui donnez des millions de tonnes de viande, il consomme tout. Donc, c'est vraiment un cas unique. C'est quelque chose. Enfin, des gens qui, par exemple, Olivier a parlé de la taille du nombre de transactions. En fait, c'est pas le nombre de transactions. Le nombre de transactions n'est pas le problème ici. Le problème, c'est que pour empêcher les forks dans la chaîne, il y a cette compétition, et pour rendre la compétition difficile, le protocole prévoit l'augmentation exponentielle dans le temps de la difficulté. Donc, en fait, c'est dans le protocole lui-même que la difficulté augmente. Et à un moment donné, si les participants arrivent à trouver des blockchains trop rapidement, le protocole s'adapte pour le rendre plus difficile. Enfin, concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'année dernière, le Bitcoin et toutes les monnaies consommaient 50 TWh d'énergie par an. Puis aujourd'hui, c'est 130 TWh. Donc, ça a plus que doublé en une année. Donc, c'est 3 fois la production suisse. Et puis, dans 2 ans, ça sera peut-être 200 ou 300 ou 400 TWh, ce qui équivaut à la production de l'Allemagne et de la France réunie. Et dans 10 ans, ça sera peut-être, ça dépend du prix de Bitcoin, ça sera la consommation totale, enfin, la production totale mondiale. En fait, c'est une bête qui, par construction, a toujours faim et qui consomme tout, comme la gelée grise, enfin, cette nanotechnologie imaginée par
par von Neumann. C'est vraiment une plaie. C'est vraiment une technologie particulièrement dangereuse. Voilà. Jackie, tu as Oui. entièrement raison, mais il y a un facteur limitant. C'est heureusement pour nous, c'est que plus cette part de la consommation énergétique qui est gaspillée par les crypto-monnaies dans la masse d'électricité que l'humanité est capable de produire augmente, plus ça fait augmenter le prix de l'énergie et plus le coût du minage augmente. Donc ça, c'est le seul facteur limitant qu'il y a aujourd'hui. Et c'est dangereux. Parce non, que attends, il y en a un autre. Oui. Il y en a un autre, c'est le prix. Et oui. Comme le prix de Bitcoin prend l'ascenseur, si demain le prix du Bitcoin passe de 50 000 $ le Bitcoin à 1 million de dollars le Bitcoin, bah, voilà, on peut consommer 20 fois plus d'électricité. Et si ça passe de 1 million à 10 millions, bah, voilà, oui, ça peut arriver. Hein. Sauf qu'il faut être capable de la produire, cette électricité. Aujourd'hui, on n'arrive pas à augmenter les capacités de production d'énergie électrique dans le monde assez vite par rapport à la production. Donc, c'est le seul, il est là le facteur limitant. C'est-à-dire que heureusement, on ne pourra pas produire dans un an l'équivalent de l'Allemagne en plus à l'échelle de l'humanité parce qu'on ne sait pas fabriquer des centrales énergétiques assez rapidement, heureusement. Sinon, effectivement, ce serait l'explosion énergétique du monde. Mais oui, je reviens sur l'innovation. C'est soit un jour ça va être banni politiquement, comme vous dites, parce que ça pose trop de problèmes, soit on va aller vers quelque chose d'autre parce qu'on va innover, on va devoir résoudre ce problème. Il n'y a pas le choix. C'est juste, je pense que c'est un bon élément, sachant que résoudre le problème, tant qu'on se base sur des blockchains où la taille des blocs ne font que d'augmenter en fonction soit de la masse investie, comme dit Jackie. C'est la difficulté du problème, ce n'est pas la taille du bloc. Soit la difficulté du problème, eh bien, on reste sur quelque chose de pyramidal. Donc, c'est le serpent qui se mord la queue, il n'y aura jamais de solution énergétique. Ou alors, si on a quelque chose qui a une consommation stable, ça veut dire qu'on a un niveau de sécurité qui diminue dans le temps. C'est-à-dire que forcément, au bout d'un moment, c'est craqué. Donc, ça n'a plus de valeur. Autant utiliser les systèmes classiques. Et la barre, elle va devoir être là. Et c'est clair que politiquement, je pense que, surtout en tant que Vert Libre, on doit vraiment se poser les bonnes questions. Et moi, j'ai toujours été un ardent combattant de ces crypto-monnaies pour des raisons énergétiques uniquement. Hein. Et je le maintiendrai, je continuerai de le défendre politiquement pendant longtemps. Et Dieu sait que je suis quelqu'un du monde de la technologie, pour les innovations technologiques, etc. aussi. Ouais, c'est passionnel hein, le débat, mais c'est difficile à dire. Moi, j'ai quand même la peine à croire que avec tous les développeurs qui travaillent sur Bitcoin, c'est quand même une des crypto-monnaies, je crois que c'est dans le top 3. Je ne sais pas combien il y a de milliers de développeurs qui travaillent dessus, mais qu'on ne va pas arriver vers un mieux. Pour reprendre Ray Dalio, qui est un gros, il dirige un hedge fund, c'est un gros investisseur. Lui, il disait qu'aux US, ça allait être banni parce que ça allait venir concurrencer l'or, comme dans les années 29 aux US. Alors lui, c'est ce qu'il dit. Il dit que ça va être banni pour des raisons plus de contrôle étatique. L'énergie, c'est même pas le principal problème. Voilà. Mais comment on pourrait bannir le Bitcoin? C'est fait, par contre, c'est un banni. Comment on ferait pour bannir? Ah, mais comme on dit, c'est quelque chose qui prendrait du temps, si ça vient être banni. Hein. Si réellement c'est un gros problème et on n'arrive pas à s'en débarrasser, c'est comme asphyxier l'Iran. Hein. Ils ne l'ont pas fait du jour au lendemain, ils ont coupé petit à petit les canaux, mais c'est difficile à bannir Bitcoin. Ouais, ça ne se ferait pas du jour au lendemain, du moins. J'ai une petite question. Actuellement, on va plutôt dans la situation opposée avec des cantons comme Zug, par exemple, qui acceptent qu'on paye ses impôts en Bitcoin. Donc, on est plus dans une logique d'encouragement. Et complètement. Là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose à faire. Déjà au niveau local. Je voulais juste encore ajouter ça, mais nous, on va devoir, on a un autre truc, on va devoir bouger de là. Donc, merci beaucoup pour le débat et puis au revoir. Merci beaucoup à vous, super intéressant. Ciao. Oui, je pense que de toute façon, on va gentiment conclure. Petite question ou remarque. Ouais, moi j'avais une petite question, je ne sais pas si vous m'entendez de nouveau.
Oui, on t'entend. Ouais. Une question pour Olivier, du coup. Vous avez dit que, que le système pourrait finir par être craqué, mais a priori, SHA-256 serait robuste même aux ordinateurs quantiques, donc je ne vois pas comment, sans avoir 51% de la puissance de calcul, ce qui rendrait du coup, ce qui serait un peu inutile, vu que du coup Bitcoin n'aura plus aucune valeur. Comment est-ce qu'on pourrait craquer le protocole? Comme on parle d'innovation scientifique, comment on peut le craquer aujourd'hui? Personne ne peut le dire. De toute façon, ce qu'on sait déjà aujourd'hui, c'est que ce n'est pas intéressant d'aller craquer le fonctionnement du Bitcoin lui-même, mais que c'est plus facile d'attaquer les plateformes d'échange, ce qui s'est déjà produit à plusieurs reprises. Donc, de toute façon, personne ne s'amuserait à s'attaquer au protocole lui-même de la blockchain. Mais ça arrive, en fait. Ça arrive tout le Ça temps. arrive aussi, mais Mais l'intérêt… attends, juste, en fait, ce qui arrive, c'est qu'il y a des embranchements naturels. D'accord? Parce qu'il y a une compétition, et dans la compétition, on peut avoir dans une fraction de seconde, dans un temps limité, plusieurs entités qui arrivent à une solution. Oui, d'accord? Ouais. Donc, ça crée un embranchement. Et pourquoi, la question, c'est pourquoi les gens ne continuent pas sur des embranchements différents? Non, mais en cas de fork, oui, en cas de fork. En cas de fork, quel intérêt pour la monnaie de la personne qui a forké, en fait? Qui est-ce qui voudrait de ce Bitcoin Cash, de ce Bitcoin classique, ou peu importe? Comment, là, il y a les mineurs sur Ethereum menacés de faire une attaque 51 au début du mois. Oui. Je vois pas l'intérêt, du coup, de suivre ce fork, alors que potentiellement, il a modifié des blocs en défaveur de certains acteurs du réseau. Mais on ne sait pas quel est le fork légitime. Moi aussi. Dans le cas d'Ethereum, on connaît les mineurs qui fork et puis les mineurs qui forkent pas, et du coup on suit le fork qui n'a pas été transformé. Enfin, c'est sur ces aspects-là, la blockchain reste encore assez résiliente pour ce genre d'attaque. Ouais, je pense que ça c'est robuste. Mais en fait, pourquoi il faut à peu près 40 pour le Bitcoin, il faut 4 transactions pour qu'une transaction soit validée? Parce que même lorsque tout le monde est honnête, il n'y a pas de malveillance, le protocole, il fork naturellement, d'accord? Et les acteurs doivent savoir dans quelle branche ils vont suivre. Et puis ça, c'est juste une décision, de majorité. Parce que suivre une branche qui prend du retard, ça n'a aucun intérêt, n'est-ce pas? Donc, il peut y avoir un fork. Ensuite, il y a un autre acteur qui continue, qui met un deuxième bloc. Puis maintenant, pour tous les acteurs, il y a intérêt à suivre le bloc le plus long, n'est-ce pas? Et puis, au bout de 40 minutes, donc 10 blocs, donc chaque bloc, c'est 10 minutes. Au bout de 3 ou 4 blocs, on sait que un acteur qui joue, enfin, un acteur rationnel n'a pas intérêt à suivre le bloc le plus court, enfin, la chaîne la plus courte. Et les personnes vont suivre, les acteurs rationnels vont suivre la chaîne la plus longue. Et c'est pour ça qu'il faut 4 transactions, pas 40 minutes pour confirmer une transaction. Donc, il y a une fragilité qui est inhérente au protocole, sauf que on mise sur la rationalité des joueurs, des acteurs, pour toujours suivre la chaîne la plus longue. Donc, ça arrive tout le temps des forks. C'est un phénomène naturel. Merci. Je crois qu'on a bien eu l'occasion de débattre. Je pense qu'on va gentiment conclure. Je ne sais pas si Hippo, tu voudrais dire un dernier mot, sinon on va se souhaiter à tous une bonne soirée. En tout cas, c'était vraiment intéressant. Il y a peut-être Dimitri qui veut dire un truc. Oui, si je peux me permettre juste de poser une dernière question par rapport de nouveau à la consommation énergétique. C'est par rapport au créateur, du coup, Satoshi, que ce soit une personne ou une équipe
de personnes. Au vu de ce que Tseki expliquait par rapport à l'augmentation exponentielle de la difficulté de calcul et du coup de l'augmentation aussi de l'énergie consommée, Ouais. ce que je peine un peu à comprendre, c'est comment, du coup, j'imagine que les créateurs du Bitcoin, c'était des gens quand même relativement intelligents, et puis j'arrive pas à comprendre pourquoi est-ce qu'ils ont laissé ce problème de design qui est quand même un problème qui, de manière rationnelle, devrait avoir été, Ouais. ne devrait pas avoir été mis dans le fonctionnement du système, vu qu'il lui pose une limite à long terme, quelque chose qui forcément ferait que sur une durée d'un siècle, par exemple, c'est peu probable qu'on continue d'utiliser cette technologie, si la consommation d'énergie qu'elle implique augmente exponentiellement. Alors, juste pour dire une chose par rapport à ça, après peut-être il y en a, on pourra faire parler Tchiki ou autre, Olivier. C'est vrai que ça a été calculé pour aller jusqu'en le dernier bloc, c'est 2100 et quelques. Donc, comme tu dis, c'est rationnel de se dire, mais pourquoi les gars, ils n'ont pas pensé à ça, que ça allait être énergivore à outrance, que ça soit une personne ou une équipe. Pourquoi on en arrive à là? C'est quand même quelque chose qu'on allait pouvoir anticiper. Ben, ça c'est la question, c'est la bonne question. Moi, je pense que c'est très fort. Il y a une celui qui le réponse. Il y en a une. Il y a une Alors, réponse. Allez-y, je vous laisse la main. C'est comme comment ça s'appelle, les Zeppelin, ces navires remplis d'hydrogène. Donc, pendant des siècles, on a voulu pouvoir se déplacer par les airs et remplir ces dirigeables avec de l'hydrogène, c'est une solution. C'est une solution qui était réalisable à l'époque, dans les années 1800 et quelque chose. Et Bitcoin, c'est pareil. C'est un problème. Enfin, ce problème du consensus, c'est un problème vraiment très difficile. Et on n'a pas 50 000 autres solutions. Et comme les dirigeables, ça explose en vol. Donc, le Bitcoin, c'est une première ébauche de technologie. Ça montre que c'est faisable. Comme les dirigeables, on arrive à le faire, on arrive à se déplacer dans les airs. Bitcoin, c'est pareil, on arrive à avoir une chaîne basée sur le consensus. Mais demain, il y aura une autre technologie qui sera probablement très différente, comme les dirigeables et les avions. Le but est le même, mais la technologie est différente. Et, du coup, on pourrait penser que les créateurs du Bitcoin, que ce soit une personne, Satoshi ou plusieurs, peut-être étaient au courant de ce défaut, mais qu'au vu de la technologie et des connaissances en cryptographie qui existaient à sa création, c'était un peu le mieux qui était possible d'être réalisé. Et peut-être que dans le coin de leur tête, je spécule, mais peut-être que dans le coin de leur tête, ils se sont dit que c'était la manière de populariser cette technologie pour développer l'intérêt autour du blockchain, pour justement peut-être être un premier pas vers un système qui serait plus efficient, ou une autre forme de crypto-monnaie ou de blockchain. Moi, je pense que c'est plus une... on est tous poussés par cette envie d'inventer. Ils ont vraiment inventé quelque chose qui est fonctionnel, si on veut, mais 20 ans après, enfin 2008, 13 ans après, on commence à voir les limites. Mais je pense qu'au départ, les inventeurs étaient motivés par cette envie d'inventer, justement. Peut-être qu'ils ne voyaient pas aussi, qu'ils n'imaginaient pas l'ampleur que ça pouvait prendre et la valeur qu'un Bitcoin pouvait avoir. C'est ça. C'est clair. Je pense que si on avait demandé à ses fondateurs s'ils pensaient que ce serait au niveau où c'est aujourd'hui, je pense qu'il n'y en a pas un qui y aurait cru. Et puis je pense qu'on a beau avoir des écoles polytechniques, avec des guillemets,
Je pense que des gens qui sont aussi bons que les gens qui ont inventé ces technologies-là, dont je serais bien incapable, ne sont certainement pas des bons énergéticiens. Et je ne pense pas qu'on puisse être bon dans les deux domaines qui sont vraiment trop divergents. J'aurais été totalement incapable de programmer ce qu'ils ont fait et même de le concevoir. Déjà de la peine à en comprendre les tréfonds. Mais je pense que quand on est aussi génie que ces gens-là, en programmation, en algorithme, en choses comme ça, on ne peut pas non plus avoir la vision de tous les effets de bord sociétaux, énergétiques, etc., que ça implique, parce qu'il n'y a pas que les problèmes énergétiques, il y a des tas de problématiques politiques, on en a parlé aussi, de convoitise, de tas de choses. Donc, je pense que c'était des gens qui étaient très focusés sur inventer quelque chose de génial d'un point de vue technologique et algorithmique, ce qui est le cas, mais ils n'ont pas vu ces aspects-là. Alors après, il y a eu des variants qui ont commencé à se rendre compte de ces problématiques, entre autres énergétiques, puis qui ont essayé de s'améliorer. Mais je pense que ceux qui étaient à la base de ça ne sont pas du tout préoccupés à l'époque de faire des simulations de qu'est-ce que ça pourrait devenir dans combien de temps et quelle énergie il faudrait pour pouvoir processer le tout. Ça, je pense que c'est des choses qui devaient leur sortir de la tête. Comme quand nous, on pondait les premiers sites web ou autres, à l'époque, on ne s'amusait pas à savoir combien d'énergie consommeraient les data centers pour héberger les sites web. C'est exactement la même analogie sur des choses complètement différentes. D'accord. C'est intéressant. C'est vrai que j'imagine c'est un peu comme que n'importe quel créateur qui invente quelque chose peut difficilement essayer de concevoir toutes les implications et tous les effets que ça aura dans 20 ans, ou dans 10 ans, ou dans 100 ans. C'est un effet boule de neige. Ou alors, il y a une explication qui me vient comme ça à l'esprit, c'est parce que Bitcoin, c'est un peu une parodie du système capitaliste quand même, parce que c'est basé entièrement sur cette avidité, et peut-être qu'ils voulaient montrer ça. C'est peut-être des communistes qui voulaient montrer la stupidité du système capitaliste. Je dis ça en blaguant. C'est une autre explication. Et du coup, vous verriez… Je peux faire une toute petite remarque juste, Hippolyte, je ne sais pas si tu réutilises cette présentation qui est super bien, ton slide et ta présentation. Il y a juste une micro-erreur dans Vas-y. Une micro-erreur dans les unités des kilowattheures de ton graphique énergétique. C'est le sujet de base, puis que c'est le seul graphe qui parle d'énergie. L'unité, ce n'est pas des kilowatts/heure, mais des kilowattheures. Ah, excuse, ouais, alors je vais le changer, ouais. Détail, je m'excuse. Ouais, pas de souci, merci. Ça lui a fait des boutons. Mais c'est un tout petit détail. En tout cas, moi, j'ai vraiment apprécié. J'ai appris aussi beaucoup de choses. Merci tout le monde. Ouais, merci. Mais on voit que c'est effectivement un enjeu politique. Je sais qu'il y avait beaucoup de vers libres, c'est organisé par les vers libres. Je pense qu'il faudrait avoir une sérieuse réflexion au niveau vers libre, probablement à l'échelle suisse, pour prendre vraiment je dirais une position politique claire sur ce sujet-là assez rapidement. Et puis, Madame Koppenburg, qui est intervenue, donc c'est notre future conseillère nationale, je vous le rappelle quand même. Ah, d'accord. Puisque c'est elle qui remplace Isabelle Chevalet. Ah oui. Ok, bon, enchanté alors. Donc, sa position était assez intéressante. On pourrait lui demander, je ne sais pas si elle est toujours là. Vous en pensez quoi? Ils ont dû partir. Ah ouais. Intéressant, ouais. Ouais, c'est vrai que c'est pas le but de la politique ce soir. C'est vrai que c'est complexe comme sujet. C'est vrai qu'on va pas dire le Bitcoin c'est génial, mais à nouveau, il faut pas oublier l'innovation qu'il y a derrière. C'est complexe comme question, et c'est très complexe. Alors ouais. Mais en effet, je suis d'accord avec la vision le Bitcoin, c'est capitaliste. Je suis complètement d'accord. C'est vrai que dans le fond, c'est plus ça devient gros, plus ça attire des gros investisseurs, plus ça attire des gens qui veulent gagner de l'argent. Voilà. Et le problème, ça s'arrête. Donc, avoir. Donc, j'entends pas. On m'entend là? On m'entend là? Hop là.
Hop là, on m'entend pas? Non. Oui, oui, on t'entend, ouais. Non, c'est bon, on t'entend. Ça tombe à pic Ah, désolé. pour Ouais. Ouais, bah, comme je disais, oui, je disais quand la fête s'arrête, comme dans tout marché haussier, boursier, voilà. Le problème, bah, c'est de ne pas être le dernier à acheter quand la fête s'arrête. C'est-à-dire, voilà, vous interprétez ça comme vous voulez, mais voilà, c'est savoir quand la fête s'arrêtera. C'est l'angle un petit peu spéculateur là, qui était présent ce soir, qui, bien que je sois quelqu'un fondamentalement de droite, me dérangeait un tout petit peu parce que finalement, le fond du débat, c'était vraiment de faire savoir si c'était une technologie intéressante par rapport à son versus énergétique et pas forcément par rapport à son intérêt financier, qui était pas mal mis en avant. Je trouve un tout petit peu dommage de ça, mais quand même, il y a quand même un point en tant que vers libre aussi qui est intéressant, c'est de dire, voilà, c'est intéressant d'investir là-dedans. Là, tu viens de leur dire encore une fois, bah, vous avez peut-être raté le train. Même moi, je me bouffe les doigts de ne pas avoir acheté des bitcoins il y a plus de 10 ans, évidemment, comme tout le monde, parce que je serais même probablement pas là pour en parler. Mais il faut quand même se rendre compte d'une chose, c'est qu'en 2020, là, on reparle beaucoup des crypto-monnaies et du bitcoin parce que voilà, il y a eu un énorme trend haussier des crypto-monnaies depuis une année, en gros. J'aimerais juste quand même dire en tant que vers libre, donc savoir quel est l'intérêt des choses aussi sur l'aspect financier, un portefeuille bien choisi en énergie renouvelable depuis les 14 derniers mois a rapporté environ 2000%. Donc, est-ce qu'il ne vaut pas mieux investir et gagner de l'argent en investissant dans des sociétés qui posent du solaire, de l'éolien et des énergies renouvelables que de mettre de l'argent dans du bitcoin? Ça, c'est une autre question qu'on doit se poser aussi en tant que vers libre et défenseur des énergies renouvelables. Complètement. Ou qu'investisseur. Non, mais c'est répartir les risques et investir dans plusieurs choses. Ouais. Je suis complètement d'accord. Ouais. Merci. Bah, je crois qu'on a tous, en tout cas, moi personnellement, appris des choses d'un côté ou de l'autre ce soir. Et puis, à chacun de se faire son opinion. Mais c'est sûr qu'en tant que vers libéral, on aura en tout cas un mot à dire. Et puis, en tout cas, cet aspect d'énergie qui me semble quand même assez important, quoi. Merci à toutes et tous pour votre présence. Et puis, je vous dis à la prochaine fois pour un nouvel appel.